D'accord. C'est une porte qu'il faut fermer. À partir du moment où toi, tu es administrateur dans une structure, tu es responsable dans celle-ci, et que tu es amené à louer un service à la structure même, tu dois démissionner de ton poste. Comme ça, il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas de discussion, tu dois démissionner. Parce que tu entretiens le flou. Tu es en même temps administrateur, mais en même temps prestataire, les deux à la fois. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un conflit d'intérêt flagrant. Et c'est ça qui crée parfois des conflits dans des structures. Ils en arrivent même à se retrouver dans les tribunaux. C'est parce que, et parfois, on tait ce genre de choses. Il ne faut pas taire ces sujets-là, il faut en parler. Parce que les personnes s'en vont, mais le projet, lui, doit durer. L'intérêt, doit se porter, se focaliser sur le projet. Moi, je ne suis là que de passage, c'est le projet qui doit durer. J'ai peut-être un mandat de 4-5 ans, après je m'en vais. Eh bien, je dois m'assurer que ceux qui viennent après moi continuent sur la même voie, améliorent ce que je n'ai pas pu améliorer, apportent des idées nouvelles, et ainsi de suite. Ce n'est pas mon projet à moi. Je ne peux pas personnaliser un projet. Quand bien même j'en suis le fondateur. Je le personnalise si c'est mon business à moi. Si la personne s'enrichit, c'est son droit. Si elle fait ça correctement et éthiquement, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un projet à portée collective, sociale, c'est pas ton projet à toi, même si tu l'as fondé. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Oustad Dialé, c'est un plaisir de te retrouver à nouveau pour une nouvelle conversation, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de partager ces moments à tes côtés. Allah yahfadhak. C'est un honneur. Barakallahu fik, Oustad Dialé. Barakallahu fik. Tu me fais trop de compliments là, on n'a même pas encore commencé. D'ailleurs, en parlant de compliments, je voulais te féliciter pour la certification que tu as obtenue. Dis-moi de quoi il s'agit déjà. J'ai obtenu, alhamdoulilah, avant l'été, une certification de consultant en WARF. Ok. J'ai fait une formation intensive avec examen de 8 semaines. Alhamdoulilah, j'ai réussi tous les examens, très très bien même. Masha'Allah. Et maintenant, ça y est, on a cette... Tu vas ouvrir ta propre boîte alors maintenant. Je ne sais pas si j'ouvre ma propre boîte. En tout cas, alhamdoulilah, c'est une compétence en plus qu'on a réussi à affiner davantage. Et c'est quoi l'objectif en fait quand tu as décidé de faire cette formation, cette certification? Tu veux conseiller les associations qui se lancent dans des projets pareils? En fait, comme tu le sais, j'ai beaucoup d'intérêt pour le WARF. Et cette formation, elle nous a été donnée donc en ligne à distance, elle nous a été donnée par des spécialistes, des experts dans le domaine du WARF. C'est en ligne tout ça, hein? Tout ça, c'est en ligne, oui. C'est des cours de 3h30, 4 heures. C'est en soirée, Masha'Allah. dans 8 semaines, et en arabe, bien sûr. Et en fait, si tu veux, ces cours dispensés par des experts s'intéressent à différents aspects, s'articulant autour du WARF. Le côté financier du WARF, le côté comptable, le côté juridique, le côté religieux du WARF, le côté social. Comment rédiger ce qu'on appelle le WARFIA, l'acte de constitution du WARF, ou l'acte constitutif du WARF, qui va donner naissance à WARF. Donc voilà, c'est très technique, hein? C'est très, très technique. Bon, il y a aussi des aspects qui touchent aussi un peu à la philosophie du WARF, à sa fonction sociale, à sa spiritualité. Mais voilà, donc c'est vraiment avoir des compétences qui te permettent, toi, plus tard, si quelqu'un veut créer un WARF, tu peux l'accompagner, tu peux le conseiller de façon à ce qu'il mette en place une structure digne de ce nom d'un WARF. Parce qu'un WARF, c'est pas seulement... Il n'y a pas que le nom dans le WARF, il y a le contenu. Qui lui est très sensible. Tu vois, parce que le WARF, c'est l'amana, en fait. Ce sont des capitaux qui sont mobilisés dans le cadre d'un projet qu'on veut pérenne. Eh bien, l'objectif d'un consultant du WARF, c'est d'aider à conceptualiser le projet. Deuxièmement, à l'exécuter. Et troisièmement, à aider aussi ses gérants à assurer sa pérennisation. Et cette formation, elle est accessible à n'importe qui, ou est-ce qu'il faut quand même avoir un petit bagage, ou est-ce qu'il faut peut-être se rediriger vers toi pour nous donner les fondamentaux si on décide de se lancer? La formation en tant que telle, elle est ouverte à tout le monde, mais il faut comment avoir des bases. Parce que sinon, tu risques d'être complètement... C'est pas
c'est pas un petit cursus, c'est quand même quelque chose qui est Ouais, assez lourd à digérer. tout à fait, tout à fait. C'est un cursus qui est lourd à digérer. C'est quand même 8 semaines, hein, 8 semaines assez intensives. Et il faut que tu aies quand même des bases dans le domaine du WARF, sinon tu risques de ne pas suivre. Tu vois. Tabarakallah. Parce qu'il y a des aspects très juridiques, il y a des aspects très financiers, très comptables. Il te faut des notions de base pour pouvoir Il faut avoir des attaquer notions la de base, matière. sinon. D'ailleurs, nous étions environ. On était combien? On était plus de 200 élèves en ligne. Ah ouais, quand même. Plus de 200 élèves en ligne. Et il y avait des élèves, je voyais ça dans le chat, hein. Il y avait des élèves qui posaient des questions donc, au cher professeur, mais on voit que ces élèves étaient largués. Pourquoi? Parce que voilà, on ne peut pas leur en vouloir, hein, mais on voit qu'il y a certaines notions de base qui ne sont pas acquises en fait. Donc, il ne sait pas vraiment de quoi parle le prof. Tu vois. Donc, il faut quand même avoir une base avant d'entrer dans ce genre de thématique, Inch'Allah. C'est bon. Ça va, alors peut-être que tu vas nous donner un petit séminaire bientôt, Inch'Allah, Les séminaires, j'en ai pour déjà nous donné donner. hein, sur le WARF, hein, j'en ai donné sur le WARF, mais là, cette formation, elle est différente des séminaires que j'ai donnés. Ok. Parce que cette formation, elle est beaucoup plus spécialisée. Les séminaires sur le WARF que j'ai pu dispenser, elle présente de manière générale c'est quoi un WARF, à quoi ça sert, comment on crée un WARF, c'est quoi son histoire, sa philosophie, quelques principes importants qui régissent le WARF. Mais là, ici, dans la formation, ça c'est, on va dire, c'est un niveau plutôt, j'ai envie de dire, professionnel. Ok, ah, ça va, je comprends mieux. Et ça fait quand même maintenant, je dirais quoi, 2, 3 ans que tu te lances vraiment dans les thématiques financières euh, en islam, on va dire ça comme ça. Tu as écrit un super bouquin que j'ai bien aimé sur la zakat, La zakat, Inch'Allah. Et- Tu as fait aussi des séminaires là-dessus, sauf erreur. Mm. Et maintenant, dernièrement, il y avait le Waqf sur lequel tu t'es beaucoup penché. Et bon, le sujet qu'on va traiter, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est aussi, on va dire, on reste dans le domaine financier. Mais moi, en fait, je voulais savoir juste, qu'est-ce qui t'a motivé ces dernières années à vraiment te concentrer là-dessus euh, et à vraiment te focaliser pleinement? Parce que il y a bien quelque chose qui t'a motivé. Alors, dans ma formation académique, universitaire, religieuse, nous avons eu des cours sur le WARF, dans le cadre des cours qui nous ont été dispensés dans le domaine du fiqh, donc le droit islamique. Nous avons étudié à plusieurs reprises le fiqh, le WARF plutôt sous différents angles. Ce n'était pas une matière qui m'était étrangère en tant que telle. L'élément déclencheur, c'est le Covid. Le Covid, lorsqu'il y a eu le confinement, j'en parle d'ailleurs dans l'introduction de mon livre sur la zakat. Le Covid a mis à nu les fragilités de nos structures associatives et communautaires. Il y a beaucoup d'associations et même de mosquées derrière leur tête qui se sont retrouvées en difficulté sur le plan financier parce que, au vu du confinement strict, il n'y a plus d'activité, les locaux sont fermés, mais certains louent certains locaux, donc il faut payer ce loyer. Il n'y a plus d'entrée financière. Et j'ai aussi été contacté par certains responsables de mosquées qui m'ont fait part des problématiques qu'ils rencontrent. Par exemple, tu as des mosquées qui étaient en plein travaux de rénovation ou de reconstruction, et tout était à l'arrêt, mais en attendant, ils ont des arriérés de paiement qu'ils doivent verser à l'entrepreneur ou à certains corps de métier. Et parfois, cet argent, ils n'ont pas les sommes suffisantes pour pouvoir les donner, parce qu'avant, les entrées étaient régulières, via les fidèles qui faisaient soit des virements bancaires, soit qui cotisaient parmi les membres, ou encore lors d'événements comme le vendredi ou un autre moment de rassemblement des fidèles dans la mosquée. Ces fidèles donnaient, généralement sous forme de sadaqa. Mais avec le Covid, tout était à l'arrêt. Donc, ce qui signifie que le mode de fonctionnement a été mis, des mosquées, des associations, a été mis à rude épreuve. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à réfléchir un peu plus sur les questions du WARF. Et à la base, dans mon livre sur la zakat, je n'en avais pas parlé. J'en ai parlé Je crois, du Biré, WARF tu es touché, très brièvement. À la base, touché au sujet, comme tu as dit, vraiment de manière assez. tout à fait. À la base, je n'allais pas en parler, parce que ce n'était pas l'objectif de l'ouvrage. Mais quand j'ai vu un peu ce qui s'est passé autour de nous, je me suis dit non, il me faut absolument toucher, ne fût-ce qu'un mot furtif, sur ce qu'est le WARF. Quitte après, Inch'Allah, c'était dans mon plan d'ailleurs, de me dire une fois que ce livre est sorti, Inch'Allah Ta'ala, sur la zakat,
Et une fois que j'aurai donné quelques séminaires autour de la zakat, je vais passer par la suite à une thématique plus ciblée qui est celle du waqf. C'était le cas via une série de séminaires, des échanges autour du waqf avec certains frères qui sont experts dans des domaines divers. Et voilà. Donc il n'y avait pas cette idée de dire je vais faire un livre sur la zakat, puis je vais me pencher sur le waqf, et puis aujourd'hui sur ce qu'on va faire maintenant. Mais c'était vraiment le contexte qui fait que tu te dis tiens, cette idée-là, je vais peut-être la creuser un peu plus parce que voilà, elle mérite de s'y attarder un petit peu parce que voilà, comme tu as dit, le modèle qui a toujours fonctionné jusqu'à présent hein, pour les mosquées, pour l'associatif, ben, elle a montré ses limites. Tout à fait. C'est un modèle qui est désuet maintenant, hein, qui est dépassé. Aujourd'hui, il faut penser à d'autres modes de financement de ces structures associations, bien sûr dans la limite du possible. On ne peut pas toujours compter de façon absolue, comme ça a été le cas dans le passé, sur les dons des fidèles. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec la crise socio-économique, tous les foyers, sans exception, sont touchés. Et on le remarque également, parfois, pas toujours, mais parfois on le remarque aussi dans les dons aussi. Ce ne sont plus les mêmes gammes de dons qu'auparavant. Bon, il y a parfois des exceptions, certes, mais ce n'est plus comme avant. Moi, je ne parle pas des dons qui sont donnés suite à des événements assez, on va dire, assez gravissimes, comme ce qui se passe à Gaza, etc. Ça, c'est autre chose. Ça mobilise, on va dire, un sentiment fraternel pour nos frères et sœurs de Gaza. On voit même au-delà de ce qu'on est capable de faire. C'est ça, voilà. On veut témoigner de cette fraternité. Tout à fait. Beaucoup de gens, alhamdoulilah, hommes et femmes, qui témoignent d'un très grand sens du sacrifice. Mais vu globalement, ce n'est plus comme avant, en fait. La donation n'a plus la même gamme et la même marge que ce qu'il avait précédemment. Alors que les besoins sont de plus en plus importants, oui, bien pressants. Sûr. Les besoins, le coût de la vie a augmenté, l'énergie a augmenté, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte. Et je reste profondément convaincu que le waqf, dans son mode de fonctionnement, c'est le meilleur système qui puisse garantir non seulement la réalisation des objectifs et missions d'une structure, d'une association quelconque, mais aussi c'est le meilleur modèle qui puisse exister pour faire pérenniser un projet. Et l'histoire de l'islam est là, on en a parlé lors d'un précédent podcast. Au précédent podcast. Sur le waqf. Bien approfondi sur cette thématique. Tout à fait. Ceux qui sont intéressés. Tout à fait. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va parler d'avoir financier. Et on va surtout se pencher sur la façon de les gérer. La gérer de manière probe et de manière compétente, on va dire ça comme ça. Mais peut-être un petit rappel rapide de certains principes qui ont trait aux avoirs financiers en islam. Comme ça, on pose directement le cadre, Inch'Allah, puis on peut partir de là. Disons pour commencer que al-mal, l'avoir financier, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et notre Seigneur dit « Wa bikum min ni'matin fa min Allah ». Ce que vous avez comme bienfaits par lesquels vous avez été gratifié, honoré, ces bienfaits vous proviennent d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une première chose qu'on doit garder en tête. Deuxième chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition ces biens que sont l'avoir financier. Dans le Coran Karim, le Seigneur dit, dans la sourate l'agenouillée, Al-Jathiyah, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Il a mis à votre disposition tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, tout provient de lui. Donc ça ici, parmi les choses mises à notre disposition, c'est l'avoir financier que nous avons entre nos mains. Ensuite, ces avoirs financiers représentent, qu'ils soient privés, qu'ils soient à usage privé ou public, ils représentent une amana, un dépôt. C'est un concept important. Bien sûr. Et dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallam dit « Inna ad-dunya hulwatun khadira, wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru madha ta'malun » Cette vie d'ici-bas est un jardin verdoyant. Et Allah vous y a installé.
il vous l'a confiée. فَيَنْظُرُ مَاذَا تَعْمَلُونَ, pour voir ce que vous allez faire. Et il ne fait aucun doute que Al-Mal, l'avoir financier, fait partie de ce jardin verdoyant. حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, dit le Seigneur. Et vous aimez l'argent, l'avoir financier, d'un amour sans borne. Et c'est humain, ce n'est pas un reproche, c'est lié à la fitra. L'être humain, par nature, aime l'argent. Et c'est là que les enseignements de l'islam vont poser un cadre, de façon à veiller à ce que cet amour de l'argent qui est naturel, qui fait partie de la prédisposition naturelle de l'homme, de l'être humain, ne vire pas ni au gaspillage, ni à l'égoïsme. Il faut qu'il soit utilisé à bon escient pour soi-même, pour ses proches, mais aussi pour la collectivité. Quand je parle de collectivité ici, je ne parle pas seulement de la communauté. Je parle de la société aussi, de façon générale. On parle de projets qui peuvent aller au-delà, comme tu dis, de la communauté musulmane, tant que c'est bénéfique à tout à chacun. À tout à chacun. Et un dernier principe aussi important, c'est celui de la circulation de l'avoir financier. Tu vois, t'anticipes sur ma question, machallah. Ah ben je te laisse alors poser la Non, question. mais c'est bien, tu peux peut-être expliquer, et moi je rebondirai alors à ce moment-là. Rappelle-nous rapidement le principe de circulation, pourquoi il est si important ici? Donc il y a une règle importante, un principe important. Al-aslu fil mal al-tadawul. Le principe de base qui régit l'avoir financier, c'est la circulation. Et ça, c'est par rapport aux antipodes de la thésaurisation. De la thésaurisation. Et du captage des richesses au détriment des autres, du reste de la collectivité. Comme malheureusement il se passe souvent aujourd'hui, pas seulement en Occident, dans de nombreuses contrées du monde. Et c'est la raison des tensions, parfois des guerres civiles, parce que tu as des nantis égoïstes qui captent la richesse, qui se l'accaparent, et surtout lorsque ce captage de richesse s'accommode avec une puissance politique, donc une puissance de pouvoir, et là ils écrasent les plus faibles. Tu vois. Donc c'est pour ça que les enseignements de l'islam, dans le Coran et la tradition prophétique, insistent sur la notion de circulation de l'argent. L'argent doit circuler. Et comment est-ce qu'elle se manifeste, cette circulation Déjà, avant ça, déjà, il y a un avertissement d'eux mêmes qui sont donnés. Nous avons le premier, c'est celui qu'on trouve notamment dans la sourate la vache. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Donc, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. Donc, ne dilapidez pas les biens que vous avez et ne faites pas en sorte qu'elles soient récupérées. Le terme hukam, dans certaines traductions, évoque la notion de juge, mais ce ne sont pas que les juges. En fait, ce sont tous ceux qui sont dans un état de puissance et d'impunité. Ce sont eux qui profitent de la manne financière au détriment des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que le captage de ces richesses au profit d'une élite de nantis qui écrasent les autres a une autre conséquence. C'est que ces nantis vont tout faire pour thésauriser ces richesses, pour veiller à ce qu'ils puissent s'enrichir. Attention, lorsqu'on parle de thésaurisation, ça ne signifie pas qu'ils n'investissent pas. Si, ils investissent, mais ils investissent pour faire davantage de profit, ce qui par principe ne pose pas de problème. Mais le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est quand ils développent un esprit de caste, tu vois, une sorte de conscience de classe, pour reprendre les termes des marxistes, tu vois, qui n'est pas faux. Hein. Donc il y a un esprit de classe, des gens qui sentent appartenir à une même classe, une même caste, parce qu'ils sont riches, ils sont puissants, ils sont dans l'impunité, ils peuvent tout se permettre, tu vois ce que je veux dire. Et donc Al-Hukam, c'est un peu ça dans le Coran Karim. Ce sont ces gens-là qui jouissent d'une puissance combinée de pouvoir et d'argent. Eh bien, ce qui permet d'éviter ce genre de travers, c'est de veiller à ce que, par conscience morale, ensuite conscience religieuse, de veiller à ce que cet avoir financier, même si on a le droit d'investir, de s'enrichir, mais qu'en même temps on veille à faire circuler par un effet de ruissellement pour faire profiter le maximum donc de la collectivité. Ça passe par la sadaqa, ça passe par la zakat, ça passe par les œuvres philanthropiques et ainsi de suite. D'avoir cette conscience en fait de se dire qu'il faut
quand même redonner un petit peu à la collectivité, faire tourner, faire croquer un peu comme disent les jeunes, Bien sûr. et de ne pas tout garder pour soi, parce que, comme tu as dit, ça crée un sentiment de frustration chez les plus démunis. Puis on sent qu'il y a ce déséquilibre hein, dans, dans, dans les biens qu'on possède. Et Parce que nous ne devons pas être utopiques. La disparité des richesses, ça c'est un élément naturel. c'est un fait, c'est pas quelque chose Allah Azza wa Jal donne de ses grâces à qui il veut. Il en donne plus à certains et moins à d'autres. Pour une hikmah, une sagesse, dont lui seul sait. Et parfois il la dévoile à son serviteur. Exactement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a disparité de richesse qu'il y a, comment dirais-je, qu'il y a cette attitude égoïste consistant à veiller à ce que je profite, je renforce ma puissance au détriment des autres. Je ne fais pas profiter la collectivité de ce que j'ai. C'est de nourrir un peu ce sentiment de bienveillance envers les autres. C'est ça. Et peut-être Sans de- condescendance, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Inch'Allah, Oustad Djali. Ça, c'était une belle introduction. Et peut-être alors, juste pour compléter, hein, je- si tu me permets, Dis-moi. par rapport à cette question de la circulation de le mal, l'avoir financier, certains seraient en droit de se demander, mais comment circule par quel canot passe cette circulation? Eh bien, il y a différents canaux. Le premier de ces canaux, c'est de la dépense obligatoire que l'on fait pour soi-même et pour sa famille. Ça rentre là-dedans. Ah, bien sûr, ça fait partie de la circulation. Même Et- si c'est pour soi-même, c'est pour... Bien sûr, On pourrait penser parce que tu te dépossèdes d'une partie de ce que tu as, tu achètes, même si c'est toi qui vas profiter en retour. Ok. Mais tu te dépossèdes d'une partie de ce que tu as pour acheter, pour nourrir ta famille, pour te vêtir, pour assumer certains frais, etc. Parmi aussi les voies de circulation, il y a aussi la zakat. Il y a la sadaqa, l'aumône. Tu as également Investir. l'investissement, bien évidemment, l'investissement, l'istithmar. Tu as aussi le partage de l'héritage. Parce que le partage de l'héritage assure aussi. Donc la succession, lorsqu'elle est partagée, c'est aussi une forme de circulation. Parce que les capitaux que laisse cette personne ou les biens financiers que laisse la personne défunte, bah, ces biens-là ne restent pas figés. Une fois décédés, ces biens appartiennent aux héritiers. Et de ce fait, il faut assurer l'arrivée de ces parts d'héritage à ses bénéficiaires, et c'est une forme de circulation. Machallah. Tu vois, donc on est un peu dans un système de ce qu'on appelle aussi d'économie circulaire. Donc l'argent tourne en fait. Mais on remarque des fois que dans certaines structures associatives, il y a de l'argent qui dort, et qui dort longtemps, et c'est pas des petites sommes. Des fois, on pense par exemple à des projets qui prennent des années et des années pour se concrétiser. Est-ce que ça tombe sous cette forme de thésaurisation, ou est-ce que ça forme une exception à ce principe-là? Alors déjà, bon, il nous est difficile d'émettre un jugement général et générique sur toutes les structures qui ont des capitaux immobilisés. Donc c'est au cas par cas qu'il faut voir les choses. Déjà au cas par cas, et dans l'absolu, il faut surtout s'interroger pourquoi ces capitaux sont immobilisés. Il peut y avoir des raisons pour ça. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ce n'est pas très sain d'avoir des capitaux immobilisés qui ne bougent pas. Il faut réfléchir à la façon de les faire fructifier. Bien sûr, mettre de côté un capital, une sorte de réserve ou de provision en cas de risque, c'est très bien. Ça fait partie des précautions à prendre. Le prophète sallam, comme le rapporte Boukhari, dans son Sahih, le prophète sallam mettait de côté du blé comme provision pour sa famille pour une année complète. Donc là, on voit que le prophète, malgré qu'il soit prophète et appuyé par la révélation de Wahy, ça ne l'empêchait pas de prendre des précautions, parce qu'il reste avant tout un être humain. Et en même temps, il donne exemple à ses compagnons et à sa communauté quant à la façon d'agir. Alors, avoir un fonds de réserve, une provision de réserve pour parer aux éventualités futures, c'est très bien. Et ça, il faut que chaque structure ait ça. Mais à côté de ça, il faut réfléchir il faut se questionner
dans le cas où on sonde ces structures et que nous disent non, l'argent est là, on le laisse pas, on le laisse là pour le moment, ça pose quelques problèmes, effectivement. Je me demande même, est-ce que c'est finalement de la bonne gestion? Parce que quand les fidèles leur confient des biens, c'est pour que finalement, entre guillemets, ce soit gérant un bon père de famille, on est d'accord, pour réaliser peut-être un certain projet, un but spécifique. Mais comme tu dis, si ce projet il prend un certain temps et que finalement cet argent-là peut peut-être, comme tu dis, être fructifié et augmenté, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir cette prise de risque, entre guillemets, de l'investir pour le faire fructifier, bien sûr, et essayer peut-être ainsi d'accélérer le projet, quoi, finalement. En fait, ici, il y a 2 points dans ta remarque et ta question. Le premier point est en lien avec la fructification, dont l'investissement en est l'une des formes les plus développées. Et puis, l'autre aspect de ta question, c'est lié à l'avancement d'un projet. Bon, ce sont 2 choses qui ne sont pas tout à fait liées les unes aux autres, ou l'une à l'autre plutôt. Je vais plutôt m'attarder sur le deuxième point. Celui en lien avec la question de l'avancement d'un projet. Il faut que les structures associatives, communautaires, qu'elles soient mosquées ou non, il faut qu'elles maîtrisent la communication vis-à-vis de ses fidèles. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que lorsque tu donnes ton argent, l'argent n'appartient pas à la structure. Ok. Elle n'appartient pas à la structure. Ça, c'est beaucoup de gens... Tu jettes un pavé dans la mare, Oustad. Ben oui, il est temps d'en jeter un. Je disais ici que l'argent n'appartient pas à la structure, ce n'est pas son argent. La structure ici est mandatée pour exécuter un projet qu'elle a soumis aux donateurs, en l'occurrence, parfois, si nous parlons de mosquées, les fidèles. Les fidèles ont été convaincus par le projet, ils ont été acquis à celui-ci, ils donnent de ce qu'ils ont. En fait, ils le donnent pourquoi? Ils le donnent pour que ce projet soit exécuté et réalisé. Ce qui met la structure, ou la mosquée, ou l'entité, c'est qu'il la met dans la posture d'un mandaté, wakil. Et le mandaté ne fait pas ce qu'il veut de cet argent qu'il a entre ses mains. Il est lié par la mission. Il est lié par la mission. On lui a confié une mission qu'il doit accomplir. C'est ça le principe de l'wakala. J'avais un jour entendu peut-être qu'on y reviendra sur la question du questionnement Du mandat. Du mandat en lien avec le mandat. Je vais te laisser cette anecdote après. Mais voilà, il faut que les gens se mettent bien en tête que lorsque je donne cette somme à une structure qui va l'investir et l'injecter dans un projet pour lequel j'ai été acquis et conquis, dans la manière dont on me l'a présenté et pour lequel on m'a sensibilisé, il y a un mandat qui est mis en place. Et ce mandat, comme on le sait, repose sur une mission. Et cette mission doit être exécutée dans les limites de ce qui a été communiqué aux gens. Donc ça doit être une interprétation stricte de la mission. On ne peut pas commencer à prendre des libertés, comme tu as dit, en se disant finalement c'est du fisabilillah ou c'est finalement du caritatif et puis on peut injecter ça comme on veut tant que ça reste... Après, attention, parce que parfois dans les mandats, il y a des non-dits. Mais ces non-dits, ce n'est pas mauvais. Parce que parfois, il y a des frais, il y a des choses à payer. Parce que, je prends un exemple, on t'annonce qu'on va construire tel mur de briques. On a besoin d'autant d'argent. Mais il ne faut pas oublier que ce mur de briques, on ne construit pas qu'un mur. Il faut aussi payer, on paye un architecte, on paye un entrepreneur, on paye certains corps de métier. Mais ces détails-là, généralement, dans la campagne de communication pour lever ces fonds, on ne donne pas tous ces détails. Ce n'est pas trop grave. Mais par après, il faudrait faire un compte rendu et dire voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qui nous reste. Et dans ce compte rendu, on développe. Voilà. Il faut l'annoncer, que ce soit en début de mission ou pendant. Oui, il faut préciser, bien évidemment. Parce que maintenant que tu me dis ça, moi je pense à une autre question qu'on avait brièvement abordée avant de commencer, c'est celle des conflits d'intérêts.
Parce que finalement, si on doit faire des études ou qu'on doit déléguer certaines tâches, un architecte, un contremaître, peu importe, faudrait être sûr que ces personnes-là, ben, elles exécutent leur mission de manière indépendante et qu'elles ne sont pas nécessairement liées aux personnes mêmes qui sont censées exécuter le mandat. Et ça, c'est malheureusement l'une des problématiques que l'on rencontre de nos jours. Dans, je ne vais pas dire beaucoup, parce que je n'ai pas de chiffres, mais je dirais dans certaines de nos structures, il y a du copinage. À savoir des responsables qui connaissent un tel ou un tel. Alors le fait de connaître un tel, si tu le connais parce qu'il est compétent et que sa compétence est avérée, il n'y a pas de problème. Même si c'est ton meilleur ami, il n'y a aucun souci. Mais parfois on s'interroge si ce copain qu'on va inviter pour travailler dans ce projet-là et pour lequel il serait rémunéré, est-ce que c'est la bonne personne dont on a besoin? Est-elle réellement compétente? Et les responsables doivent, à ce sujet, ils doivent faire preuve d'une impartialité intransigeante. À savoir que leurs personnes doivent s'effacer dans le projet. Ce sont eux les outils du projet, et pas le projet qui est un outil entre leurs mains. Est-ce qu'ils ne doivent pas signaler, un peu comme ce qui se fait, par exemple, dans d'autres corps de métier, hein, quand il y a un conflit d'intérêts, ben, être transparent à ce niveau-là, dire voilà, je pense que cette personne serait bien pour exécuter telle tâche. Par contre, voilà, voici le lien que j'ai avec elle, ou ça peut être même un proche, hein, et de dire voilà, moi je m'efface à ce moment-là, je vous laisse gérer, tout justement pour pas rentrer dans cette zone grise et éviter comme ça de compromettre le projet ou de l'entacher par ce genre de conflit d'intérêts. Oui, tout à fait. Dans la formation que j'ai suivie sur le WARPS, s'il y avait un avertissement qui était répété à maintes reprises par nos formateurs, c'est cette mise en garde contre le conflit d'intérêts. Parce que le conflit d'intérêts, malheureusement, il engendre de nombreuses conséquences néfastes pour le projet et pour les individus qui l'animent et qui l'assument. Donc il faut effectivement un signalement. Il faut signaler que voilà, telle personne, je la connais très bien. Et parmi les conflits d'intérêts, c'est que tu peux être toi-même entrepreneur et tu ramènes ta société pour travailler dans le projet. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est très problématique. Parce que ce qui va se passer, c'est que naturellement, tu vas privilégier à quelques exceptions rares, tu vas privilégier ta boîte, tu vas faire en sorte que ta boîte ne soit pas perdante dans l'histoire. Parfois, c'est inconscient. Hein. Et c'est pour cette raison que tu parlais de zone grise, c'est une porte qu'il faut fermer. D'accord. C'est une porte qu'il faut fermer. À partir du moment où toi, tu es administrateur dans une structure, tu es responsable dans celle-ci, et que tu es amené à louer un service à la structure même, tu dois démissionner de ton poste. Comme ça, il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas de discussion, tu dois démissionner. Parce que tu entretiens le flou. Tu es en même temps administrateur, mais en même temps prestataire, les deux à la fois. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un conflit d'intérêt flagrant. Et c'est ça qui crée parfois des conflits dans des structures. Ils en arrivent même à se retrouver dans les tribunaux. C'est parce que, et parfois, on tait ce genre de sujets. Il ne faut pas taire ces sujets-là, il faut en parler. Parce que les personnes s'en vont, mais le projet, lui, doit durer. L'intérêt, doit se porter, se focaliser sur le projet. Moi, je ne suis là que de passage, c'est le projet qui doit durer. J'ai peut-être un mandat de 4-5 ans, après je m'en vais. Eh bien, je dois m'assurer que ceux qui viennent après moi continuent sur la même voie, améliorent ce que je n'ai pas pu améliorer, apportent des idées nouvelles, et ainsi de suite. Ce n'est pas mon projet à moi. Je ne peux pas personnaliser un projet. Quand bien même j'en suis le fondateur. Je le personnalise si c'est mon business à moi. Si la personne s'enrichit, c'est son droit. Si elle fait ça correctement et éthiquement, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un projet à portée collective, sociale, c'est pas ton projet à toi, même si tu l'as fondé.
tu en es l'initiateur, tu en es le gestionnaire, et tu dois préparer la relève, C'est et là qu'il faut, pas que le projet soit enterré avec toi. c'est là qu'il faut essayer de canaliser l'ego et Ah oui, des fois de se rappeler à l'ordre ou d'être rappelé à l'ordre par les personnes qui participent avec toi dans cette tout à initiative fait. pour éviter de tomber dans ce piège, justement. Tout à fait. J'ai aimé l'idée d'un frère qui est expert dans le management, qui avait dit, dans une rencontre, il avait dit que nos structures ont besoin de la présence de conseils de surveillance. Ça, j'ai beaucoup aimé cette idée parce que c'est une excellente idée. Externe, alors. Non, même interne. Mais c'est un contre-pouvoir dans la structure D'accord. qui peut entraver certaines décisions prises par le responsable. Comme une sorte de minorité au Parlement où on essaye de rappeler à l'ordre et de questionner, dire, mais attendez, qu'est-ce que vous faites Tout à là? fait. Et qui peut freiner certaines décisions, voire les entraver si elles ne vont pas dans la bonne direction. Bien sûr, il faut que les membres du conseil de surveillance, de nouveau, n'aient pas de connivence avec l'organe de gestion. Parce que là, c'est plein un conseil de surveillance. Il faut des gens qui sont connus pour leur rigueur, pour leur intransigeance. Ce sont eux qui vont exercer leur surveillance et contrôle sur l'organe de gestion pour veiller à ce que le projet soit préservé. Ça, franchement, c'est une très belle idée, ça. C'est une bonne question, elle mérite d'être approfondie, ça pourrait être même un sujet en soi. Parce que Et le conseil de surveillance, ça peut même être l'Assemblée générale. Hein. L'Assemblée générale peut jouer le rôle de conseil de surveillance. Absolument. Mais là, de nouveau, est-ce que les gens qui sont dans les assemblées générales, déjà, est-ce qu'ils sont là régulièrement? Deuxièmement, est-ce qu'ils sont assez outillés pour comprendre les enjeux et défis? Pour pouvoir jouer leur rôle, tout Ah ben justement, oui, bien bien sûr. être au courant de la question, sûr. de la problématique, du dossier en question, et de savoir voir, anticiper, identifier les problèmes. Tout à fait. Voilà, fait que D'ailleurs, je voudrais rebondir sur un autre point que tu as évoqué à l'instant par rapport au fond qui stagne et qui ne bouge pas pendant plusieurs années euh, au fait que le projet n'avance pas. Est-ce que tout justement certains projets n'avancent pas parce qu'il y a peut-être un manque de conceptualisation, de réflexion en amont avant même de lancer le projet et qui fait que voilà, on patauge et qu'on stagne. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ça, c'est une évidence, hein, bien sûr, c'est une évidence. Il y a certains projets qui ont été très mal conçus depuis le début. Ce sont des projets boiteux. Ils n'ont pas été bien pensés. Attention, parfois, tu peux avoir un projet qui est mal conçu au début, mais que, avec le temps, ses initiateurs, ils rectifient le tir. Ça, c'est très bien. Mais le drame, c'est de voir un projet qui est mal conçu, et sur le chemin, il l'est toujours. Il n'y a pas de remise en question en Il n'y a fait. pas de remise en question, il n'y a pas de correction ou de rectification de la trajectoire, il va toujours dans la mauvaise direction, en croyant que nous allons dans la bonne direction, mais ce n'est pas le cas. Donc effectivement, ça demande de faire appel à des experts. Tu dois faire appel à des experts qui vont vérifier la faisabilité du projet sur différents plans. Sur le plan financier, via un business plan, voir un peu c'est quoi tes ressources financières, comment tu vas les acquérir. Sur le plan technique, est-ce que ce projet est possible techniquement parlant? Est-ce qu'il est viable techniquement parlant? Sur le plan aussi légal, quelles sont les exigences légales, qu'elles soient urbanistiques ou autres, qu'il faut respecter pour pouvoir exécuter ce projet? Parfois, il y en a qui se jettent comme ça, Est-ce que c'est pas tête parce que les baissée, gens... sans réfléchir. Est-ce que c'est pas peut-être parce qu'il y a un excès d'enthousiasme au début, peut-être qu'on est content de se lancer dans un projet et alors on réfléchit pas trop à la suite. On se dit allez, on y va, on est de bonne volonté, on a un chouette projet, il y a un besoin clair et évident qui est identifié, mais voilà, cet enthousiasme, on va dire, qui n'est pas bridé, va nous jouer des tours en fait sur le long terme. En fait, l'enthousiasme, c'est comme le carburant. À un moment donné, il s'arrête. On n'a plus de carburant. Tu mets de l'essence dans ton réservoir. Si tu ne t'arrêtes pas au bout de certaines distances parce que tu vois que
que la jauge t'indique qu'il n'y a plus beaucoup d'essence, si tu ne t'arrêtes pas, ton véhicule s'arrête. C'est la même chose ici pour la question de l'enthousiasme, c'est que l'enthousiasme peut s'éteindre, peut diminuer, peut s'étioler. Et avoir de l'enthousiasme, c'est bien, c'est très bien, mais il faut que ce soit accompagné D'une discipline, d'une d'une rigueur. discipline, d'une rigueur, d'un réalisme aussi. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Il ne faut pas rêver. Ou alors qu'on ne sait pas faire maintenant, mais qu'on pourrait peut-être faire dans 10 ans, dans 5 ans. Il faut un certain pragmatisme et confronter son enthousiasme aux réalités. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental justement dans ce genre de projet que l'on veut mettre sur pied, Inch'Allah Ta'ala. الله يفك أستاذ. J'ai ici un exemple classique, hein, où on pense par exemple, et tu as déjà touché à la question, on pense par exemple acheter un immeuble pour en faire une école ou une bibliothèque. On se dit voilà, on a besoin d'autant d'argent, mais au fur et à mesure du projet, on se dit tiens, finalement, la somme annoncée au début, ben, c'est plus ce que c'était, il nous faut plus. Euh, Tout justement parce qu'on se rend compte que finalement l'immeuble qu'on voulait acheter ben, ne répond pas vraiment aux besoins, ou que c'est pas faisable dans cet immeuble-là. Ça met quand même un coup aussi à la confiance des personnes qui contribuent au projet, Mm. hein, et qui se disent ben, finalement on nous avait annoncé par exemple 2 millions d'euros pour un bâtiment, et puis finalement ça devient 4, puis c'est 6, et ça fait maintenant 10 ans, on n'a toujours pas vu l'immeuble. C'est quand même compliqué, hein. Oui, par rapport à ce point que tu évoques, les imprévus, cela peut arriver. Mais je reviens à la question des faisabilités. Il faut toujours, en amont, vérifier les faisabilités du projet avant de le présenter aux donateurs, aux fidèles qui vont s'investir dedans. En fait, il ne faut pas vendre aux gens du rêve. Donc ça, c'est la première chose, la faisabilité. Et ça, tu dois faire appel à des experts qui, eux, vont te définir, voilà, ça va vous coûter autant pour chaque étape du projet. La deuxième chose, c'est que très souvent, hélas, et moi j'ai assisté à plein de campagnes de levée de fonds, de collecte de fonds, la communication n'est pas bien maîtrisée. La communication est un art qui ne s'improvise pas. Comme tu le sais si bien, Sirale, tu es avocat, tu maîtrises ce domaine-là. C'est un art qui ne s'improvise pas. Tu dois pouvoir maîtriser les éléments de langage lorsque tu communiques aux gens, et surtout, tu dois faire preuve de transparence avec eux. Si tu viens chez les gens, tu leur dis, voilà, ce bâtiment coûtera 2 millions d'euros, on a besoin de 2 millions d'euros. Mais en réalité, le bâtiment ne coûte pas 2 millions d'euros. Il coûte beaucoup plus. C'est-à-dire Parce qu'il y a les frais d'enregistrement notariaux. D'accord. Après ça, tu dois investir dans des travaux. Et après les travaux, tu dois également, il y a le registre cadastral qui va intervenir. Il y a toutes les charges qu'il faudra supporter pour la gestion quotidienne. Il faut pouvoir assurer la rentabilité. C'est tous les coûts annexes qu'on n'a pas annoncés. Qu'on n'a pas annoncé. Et Donc, après ils sont ça, là. demain, on revient de nouveau chez les gens. Ah, donnez-nous encore de l'argent parce qu'on a besoin de tel et tel montant pour pouvoir faire les travaux. Mais c'est pas comme ça qu'il faut parler aux gens. Après, parfois, on ne sait pas chiffrer à l'avance. Bien sûr. Ça, je veux bien Il y a l'entendre. des imprévus. Oui, on ne sait pas chiffrer à l'avance, mais au moins qu'on prévienne les gens. On dit, voilà, première étape, c'est ça. La deuxième étape, ce sera ça. La troisième, ce sera ça. Et on vous informe de tout changement. Ça, tu mets en confiance les donateurs. Tu les mets en confiance. Et tu les amènes à investir davantage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que le projet, avant que tu ne l'annonces auprès des donateurs, il faut que tu aies déjà réfléchi à l'après-projet. Une fois que ce projet existe, comment vas-tu le rentabiliser? D'accord. Comment tu vas assurer son fonctionnement financier? Et donc ça aussi, il faut l'annoncer dès le début, en fait. Tu ne dois peut-être pas l'annoncer, mais tu dois au moins réfléchir. Est-ce que tu vas fonctionner sous forme d'appel aux dons de nouveau? Ce qui serait dommage. Parce qu'il faut que, et c'est là qu'on revient sur l'idée du voir, il faut que le projet soit autonome financièrement.
qui ne soient pas tout le temps là en train de demander aux gens ouais, Fissabillah, donner pour le projet. Il faut qu'ils soient autonomes. Peut-être se renseigner, est-ce qu'il y a des subsides qui sont disponibles, Des qui pourraient... subsides ou même des modes de financement que tu peux assurer ou d'investissement que tu peux assurer en louant certaines surfaces. Parfois, tu as des structures ici. Je prends uniquement l'exemple de Bruxelles. Tu as des bâtiments qui sont immenses et qui sont pratiquement vides toute l'année. Et ce sont parfois ces mêmes structures qui demandent à Profidel, voilà, on a besoin d'une levée de fonds. Exploitez ce que vous avez comme espace. Créez des surfaces commerciales ou des appartements, si bien sûr les normes urbanistiques le permettent. Et la réglementation en vigueur également. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, on fait encore appel aux dons, il n'y a aucun problème, mais à côté de ça, on devient autonome. C'est d'être plus stratégique dans l'approche C'est ça. et de voir vraiment 10 coups à l'avance si possible. Mais bien sûr, il faut toujours être dans un projet, il faut toujours s'inscrire dans l'anticipation. On ne sait pas anticiper tout, mais on essaie d'anticiper au moins 85% du projet. Parce que le gros problème, il est là. Une fois que le projet il est debout, on fait quoi après? Comment tu vas assurer son fonctionnement? Oui, d'accord. C'est pas l'idée de juste d'ériger des murs, mais vraiment de voir comment maintenir et comment le rendre pérenne. C'est ce qu'on Bien disait au sûr. début. Hein. Bien sûr. Et donc, pour cette raison-là, il faut clairement donc, projeter le projet et le présenter auprès des donateurs, en leur expliquant, voilà, les différentes étapes par lesquelles nous comptons passer, et avoir cette maîtrise des éléments de communication liés à cette entreprise, de façon à ce que les gens savent que, voilà, on va participer pour acheter le bâtiment, mais l'achat du bâtiment, ce n'est pas la fin du parcours. Après l'achat du bâtiment, il y a autre chose derrière. Il y a des frais. Ou plutôt, il y a des fonds qu'il faut injecter pour les travaux, pour réadapter les lieux. Il y a des charges et ainsi de suite. Et ça, tout ça, il faut réfléchir en amont. Il ne faut pas venir devant les gens. On a un bâtiment, on l'a trouvé, 2 millions d'euros, on veut l'acheter. Et après, c'est quoi la suite? On voit, machallah, il y a beaucoup de projets comme ça où on propose d'acheter un bâtiment, surtout pour construire des écoles. Il y a une grande demande. Alhamdoulilah, en tout cas, on a l'impression que certains projets voilà, sont bien pensés. Mais comme tu dis, voilà, il faut penser aux moyens de financement sur le long terme. Et ça, c'est généralement là où ça coince, quoi. Et la communication doit toujours rimer avec transparence. Tu dois communiquer régulièrement auprès de tes donateurs pour les informer de l'évolution du projet. Et même, pourquoi pas, des embûches et des blocages et des obstacles que l'on rencontre, parce que ça peut arriver, que l'on rencontre dans l'exécution du projet. Et là, le donateur, il est rassuré. Il est rassuré. Moi, j'aime bien, par exemple, tu as certaines structures humanitaires locales qui, chaque année, publient un rapport d'activité. C'est magnifique. C'est très, très bien. Là, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je voulais tout justement te dire que quand cette transparence, elle est faite de manière spontanée, les personnes sont rassurées. Parce que c'est pas la même chose que quand on demande des comptes. Te dire alors, vous en êtes où? Non, non, non. Bien Nous, sûr. on vient directement de manière spontanée. On vous dit voilà où on en est arrivé, voilà ce qu'on a rencontré comme embûche et comme obstacle, voilà ce qu'on compte faire. Et là, voilà, tu fermes la porte aux discussions, aux éventuelles controverses, et tu peux continuer à avancer dans la réalisation du projet. Et là, j'en viens à l'anecdote que je voulais te raconter tout à l'heure, parce que je pense qu'elle colle bien avec la question telle que la remarque telle que tu l'as présentée maintenant. J'avais visité une mosquée l'an dernier, et je me suis retrouvé à écouter un des responsables de la mosquée. Ce responsable s'est mis à parler de la question des dons. Et en fait, il a partagé avec les fidèles une information qui est tout à fait erronée, qui est fausse. D'accord. Je sais très bien que ce responsable, ce propos qu'il a dit, il l'a dit avec, bien sûr, sans arrière-pensée, il pensait bien faire et bien dire. Mais c'est faux. Il dit aux fidèles, quand tu donnes ton aumône, tu n'as pas à t'interroger ce qu'il y a après.
Toi, tu la donnes sincèrement, tu la donnes pour Dieu, même si eux l'utilisent pour autre chose, Faut pas poser de questions. tu poses pas de questions, voilà. Toi, mais il a dit ça pas méchamment, hein, il a dit D'accord. ça de façon, franchement, très polie, très courtoise. Sois serein. Toi, tu donnes et Mais sois non, tranquille. C'est ça qu'il voulait. désolé, ouais, désolé, ça c'est pas vrai. D'accord. Ça c'est complètement faux. Quand moi je donne quelque chose à quelqu'un, parce il m'a présenté un projet, je reviens à la notion que nous avons partagée précédemment, cet individu ou cette structure, c'est un wakil. C'est un mandaté pour exécuter un projet. J'ai le droit de lui demander des comptes. Et en réalité, c'est à lui de revenir vers moi, avant que je ne l'interroge. Et le fait de l'interroger ne contredit pas la sincérité, parce que parfois, on culpabilise certains donateurs qui viennent et qui disent alors vous en êtes où? Mais t'as pas à poser de questions. Pourquoi tu poses des questions? Si tu l'as fait avec sincérité pour Dieu, t'as pas à poser des questions. Si, je peux poser des questions, c'est mon droit. Je vous ai mandaté pour un projet que vous m'avez présenté. Je suis en droit de savoir où vous en êtes. Et c'est une question qui fâche dans beaucoup de nos structures. Ils n'aiment pas dans cette question-là. Et pourtant, il le faut. Mais c'est à la structure de prendre les devants. C'est à elle de communiquer, que ce soit via un rapport d'activité ou bien via une séance où elle rassemble les donateurs et leur présente les données les plus récentes du projet. C'est comme ça qu'il faut faire. Et parfois, il peut arriver qu'il y a une forme d'inadéquation par exemple d'un bâtiment ou d'un bien quelconque et on doit changer de plan. Ça peut arriver. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a, entre guillemets, on a vendu l'idée aux gens qu'on allait, par exemple, on va rester sur l'exemple de l'immobilier, qu'on allait acheter tel bâtiment. Donc les gens, dans leur tête, sont partis avec l'idée que tel bâtiment se trouve à tel endroit sera acheté. Mais il s'avère qu'entre-temps, nous avons rencontré, par exemple, ou en tout cas les exécutants de ce projet, les wakils, ils ont rencontré un problème. Et ce bâtiment, le projet d'achat de ce bâtiment tombe à l'eau. On fait quoi avec ces sommes qu'on a rassemblées? Alors ici soit, si on a la capacité de rassembler ces donateurs et de leur expliquer ce qui se passe, ça c'est l'idéal. Quitte même à communiquer, si on a une base de données par exemple, de gens qui ont fait des donations, eh bien on fait un communiqué écrit, on rassemble les gens et on leur communique. Et si nous n'avons aucune façon d'accéder à ces donateurs, parce qu'ils se sont dispersés, on ne sait pas les rassembler, dans ce cas, il y a une autre façon d'agir. Cette autre façon d'agir a été résumée par nos juristes musulmans par la règle suivante, at-tasarrufu bil maslaha. C'est-à-dire? C'est agir avec intérêt ou dans l'intérêt du projet. Ça veut dire quoi? Que si maintenant ce bien immobilier n'est plus accessible, pour X ou Y raison, je devrais réinvestir ces fonds que j'ai dans un projet qui lui soit analogue, qui lui ressemble. Et après, si l'opportunité se présente, je l'expliquerai aux donateurs, si bien sûr ils sont accessibles, des changements opérés. Ça, c'est dans le cas où, dans les médias, je ne sais pas les rassembler. Donc ça peut être soit un projet que tu relances qui va dans le même sens que celui qui avait été annoncé au début, ou alors on reverse les fonds à une autre organisation, à un autre... Pas nécessairement reverser à une autre organisation. Je dans le reverse... même sens, hein, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que si on reverse à un autre projet qui avait le même but, ou qui a le même but que celui que tu avais fixé à la base pour la récolte de ce don. C'est ça, soit je cherche un bien analogue équivalent, j'investis ces fonds que j'ai rassemblés pour lesquels je suis un wakil, je ne fais pas ce que je veux de cet argent, ce n'est pas le mien, parce que nous ne sommes pas comme le particulier. Moi, si demain je te donne une somme, je dis Khalid, tiens, je te donne 5 000 euros. Toi, quand tu prends les 5 000 euros, c'est un don, c'est pour toi, en tant qu'individu. D'accord. Là, on est dans la notion du temlik. Donc, il y a une prise de possession, il y a une acquisition donc d'une somme ou d'un bien financier. Ça, c'est à toi. Après, tu en fais ce que tu veux et tu n'es responsable que devant Dieu de ce que tu fais. Tu n'es pas responsable devant moi. En revanche, quand toi, tu viens vers moi, tu me dis, écoute, avec des frères, on a un projet. Est-ce que ça te dirait, par exemple, de t'investir? Quand je dis investir, c'est pas investir pour gagner de l'argent, mais de t'impliquer. C'est plutôt le bon terme, de t'impliquer. Contribuer.
de contribuer, voilà, avec d'autres personnes, via la sadaqa, bien via la zakat, pour tel projet. Moi, si je viens te donner ces 5 000 euros, C'est dans ce but-là. mais avant ça, ces 5 000 euros ne t'appartiennent pas. C'est pas comme le premier cas. Ces 5 000 euros doivent aller dans le projet. Donc toi tu n'es que le mandaté pour exécuter ce projet. Il faut vraiment marteler cette idée dans l'esprit de nos responsables associatifs et communautaires. Ce n'est pas votre argent. Vous n'en faites pas ce que vous voulez. Vous exécutez une mission que vous avez présentée auprès de vos donateurs. C'est ça qui a motivé ce don et c'est ce but-là qu'il faut essayer de réaliser. C'est ça. Et ces donateurs sont en droit de t'interroger. Et tu n'as pas à te sentir contrarié ou fâché parce qu'ils te posent la question. Tu dois l'écouter. Et normalement, si les acteurs de ces structures sont intelligents et sont aussi visionnaires, c'est à eux d'aller vers les donateurs. Ou leurs fidèles, si c'est le cas d'une mosquée. C'est à eux de leur donner un compte rendu. Voilà ce qui se passe. Voilà les problèmes qu'on rencontre. Voilà pourquoi on a pris du retard pour telle X, Y raison. Et ça met en confiance, tu vois. Donc ce qu'a dit ce responsable dans cette mosquée, ça n'a aucun fondement, ni éthique ni religieux. De dire, ouais, vous n'avez pas posé de question, même s'il a dépensé pour lui-même, toi, ta sadaqa, il l'a accepté. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est faux. Dans l'histoire de l'islam, il y a eu un épisode que l'on relate dans la biographie de Omar ibn Khattab lorsqu'il était calife. Omar ibn Khattab avait distribué une période on va dire de crise et de disette. Il avait distribué des morceaux d'étoffe aux gens. Un de ces morceaux d'étoffe est arrivé à son fils, Abdullah. Et qu'a fait son fils Abdullah? Il dit, moi, j'en ai pas besoin. Il la redonne à son père. Et Omar al-Khattab vient, en tant que calife, il vient dans la mosquée prophétique pour donner son sermon de vendredi. Et quelqu'un en plein sermon l'interpelle. Et l'interpellation que cet homme, ce croyant de la communauté a soulevé, la formule qu'il a soulevée, elle est devenue légendaire dans l'histoire de l'islam. C'est devenu une phrase légendaire. Il lui a dit « Anna laka hada » d'où te provient ce que tu as là? La tunique qu'il portait. Oui, ça vient d'où ça? Donc son fils avait reçu cette pièce d'étoffe lui est arrivée et il l'a donnée en fait à son père. Et lui ne savait pas d'où elle venait. Mais si, son père il sait. Ok. Mais après c'est un don. Son fils il fait ce qu'il veut. Il l'a donné à son père. Ok, il n'en avait pas besoin. Tu vois? Mais l'autre s'est étonné. Il dit tiens, ça ressemble à ce que tu avais distribué. Maintenant tu l'as. Et voilà donc. Et là Omar Khattab a dû s'expliquer. Tu vois? Mais ce qu'a fait cet homme-là, c'est magnifique. Mais Omar ne l'a pas réprimandé pour autant. Pas du tout. Ok. Et cet homme-là, il a fait une chose magnifique, c'est qu'il a institué ce contrôle vigilant qui doit être celui de la base communautaire par rapport à ceux qui gèrent les avoirs en son nom. Et c'est devenu une phrase légendaire. Anna laka hada. Donc, Anna laka hada. D'où te vient ce que tu as? Ça vient d'où? Tu vois? Surtout quand t'es... Là, on ne parle pas de ton argent à toi. Qui sommes-nous pour ne pas accepter Après, bien sûr, il y a aussi une façon de demander des comptes. Il y a une certaine... bien sûr, oui. Parce que bon, des fois, malheureusement, il faut dire aussi que de l'autre côté, les interpellations, elles se font pas de la manière la plus courtoise ou la plus... Après, tu vas me dire, est-ce que ça naît d'un sentiment de frustration? On se dit, tiens, maintenant, ça fait des années, il y en a marre. Hein, les gens se taisent et se disent mais on n'a toujours pas vu cette mosquée, on n'a toujours pas vu cette bibliothèque, où est-ce qu'on en est? Je peux comprendre aussi à un moment donné, hein, c'est pas... Tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Par rapport à ce point justement, pour le compléter, oui c'est ça, ce croyant-là, il a exprimé cette nécessité de demander des comptes quand on a affaire à des fonds publics qui sont plus d'ordre privé. C'est pas ton argent à toi, tu en fais ce que tu veux chez toi. Ça, ce sont des biens qui sont publics. Tu vois, d'ailleurs, quand tu regardes un pays comme la Suède, par exemple, la
Suède, c'est un exemple, pas seulement européen, mais international de la transparence. Subhanallah. Tu vois. En Suède, en 1766, euh, la Suède a inscrit une loi dans sa constitution qui oblige l'État à mettre à disposition des citoyens les données propres aux dépenses publiques. Ajib. Donc n'importe quel citoyen peut aller voir ce qui se passe. Un tel ministre combien il gagne, euh, telle dépense elle était faite dans tel secteur, tel domaine, pour que les gens soient rassurés, tu vois. Comme c'est bon. Certains observateurs contemporains, j'avais lu certains articles là-dessus qui disaient que on va dire, ce mode de fonctionnement doit être aujourd'hui amélioré parce que il y a aujourd'hui des structures publiques ou des personnalités publiques qui agissent au nom de la force publique et l'État, qui réussissent par des procédés divers à détourner la règle et à faire en sorte que on ne leur pose pas de questions. Donc ils masquent leurs dépenses, tu vois. Donc, par exemple, un chercheur disait que aujourd'hui ces données sont plus accessibles, vu qu'elles sont très techniques, elles sont plus accessibles à des organes de presse. Qui, eux, ont les personnes compétentes pour vérifier les informations, parce que parfois il faut vérifier. C'est pas parce qu'il y a l'information est là qu'elle est nécessairement Il faut vraie. la recouper, il faut la comparer. Exactement. Ce qu'un citoyen lambda n'est pas toujours capable de faire. Donc, Il n'a pas nécessairement le temps de le faire. on n'a pas le temps, exactement. Et donc, c'est pour ça que certains chercheurs contemporains, parlant de la Suède, disaient qu'il faudrait peut-être développer ce système de contrôle civique populaire pour le rendre davantage démocratique. Tu vois, pour plus le démocratiser davantage, de telle façon à ce que les gens aient plus facilement accès à l'information, sans qu'elle soit trop technique. Enfin, voilà, ça c'est pour te dire comme quoi, voilà, ce sont des choses qui existent. Hein. Donc, Et c'est un avantage quand il y a un contrôle. Je trouve que le contrôle, il a beaucoup de bienfaits. Le contrôle, d'abord, première chose, c'est qu'après le contrôle divin, tu as le contrôle de tes semblables. Deuxièmement, il y a moins de conflits. D'accord. Troisièmement, il y a moins de dépenses d'énergie inutiles. Et quatrièmement, il y a moins de gaspillage. Machallah. Parce que tu canalises, tu as un mandat, tu l'exécutes. Ça ne veut pas dire que les erreurs ne sont pas possibles. Bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs de gestion. Il y a des choses auxquelles on n'a pas fait attention. Et du coup, et donc, de ce fait, nous n'avons pas peut-être dépensé dans la même niche. Ça peut arriver. La gestion, elle est humaine. Mais elle doit être collective. Et il doit y avoir régulièrement une remise en question. Il doit y avoir un contrôle derrière. Bien sûr. Que ce soit un contrôle qui vient de façon interne, par une assemblée générale ou un conseil de surveillance, ou externe, par le biais des donateurs. Et c'est à toi d'aller vers eux, et pas le contraire. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent que les mandataires de certains projets, une fois les dons reçus, est-ce que ça fait partie de cette transparence d'être un peu dans la mouchawara, par exemple, si on a Concertation, tu veux c'est dire. ça, une concertation où là où c'est pertinent et nécessaire de faire participer, peut-être pas tout le monde, parce que comme tu as dit, c'est pas toujours évident de récupérer tous les donateurs, mais de faire une annonce où maintenant il y a des outils en ligne, on pourrait penser à des mécanismes qu'on pourrait mettre en place et de permettre tout justement là où c'est pertinent de dire tiens, qu'est-ce que vous pensez si on faisait ça, etc. Donc d'impliquer les gens au-delà du don, peut-être de demander aussi leur avis et peut-être à travers cette concertation, il y aura peut-être des bonnes idées qui pourraient en découler et qui pourraient être encore peut-être plus pertinentes que celles qu'on avait envisagées au départ. Oui, bien sûr. Sauf, au plus tu fais participer, au plus tu fais impliquer les donateurs dans ton projet, au plus tu crées de la confiance qui va être réciproque. Au plus, Inch'Allah, ce projet, s'il est bien pensé en amont, s'il y a un accompagnement dans son exécution, au plus, Inch'Allah, il y a des chances non seulement de réussite de ce projet, mais de pérennisation aussi. Ça, c'est une certitude. Mais se contenter de demander aux gens de poser leur billet ou leur pièce dans une caisse, dans une boîte, et de s'en aller,
Bon, nous ne sommes pas en droit, éthiquement et islamiquement parlant, d'accuser qui que ce soit de fraude, malversation, mais parfois il y a des mauvaises gestions financières. Ça, il ne faut pas mentir. Il y a moyen de faire mieux en tout cas. Il y a moyen de faire mieux. Il faut professionnaliser la chose. Allah fik Oustad. Donc si je comprends bien jusqu'à présent ce que tu as dit, et si je peux me permettre de synthétiser, et puis tu me reprends là où il faut. Donc, le concept clé pour pallier à beaucoup de ces déficiences qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, c'est vraiment de bien comprendre la notion d'être mandataire, hein, et surtout de savoir que il y a plusieurs volets, il y a plusieurs aspects, hein, dans cette question du mandat. Notamment, tu as le fait d'étudier la faisabilité du projet. Mm. Donc, on a à différents niveaux, hein. Donc, tu as la faisabilité financière, technique, juridique, administrative, etc. Mm. Pour pouvoir tout justement anticiper d'éventuels problèmes en amont et voir un petit peu comment on peut les solutionner avant même qu'elles se présentent, plutôt avant même que ces problèmes se présentent. Et puis, tu as ensuite, dans un deuxième temps, la mise en place d'un mécanisme ou de plusieurs mécanismes de transparence, hein, qui te permettent d'informer donc les donataires au fur et à mesure du projet, de l'évolution de celui-ci. Et puis aussi une transparence au niveau financier, pas justement en termes d'avancement du projet, mais aussi en termes de récolte de dons, combien est-ce qu'on a d'argent, où est-ce qu'on a mis cet argent, combien est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'on a investi, et de savoir ce qu'on va en faire par la suite. J'ai bien... Tu as bien synthétisé, je vais rajouter un seul point. Dis-moi. Ce point, il est lié à la communication. La communication, il ne faut pas seulement maîtriser ces éléments de langage, savoir ce qu'on peut dire maintenant et ce qu'on dira plus tard. Il faut aussi maîtriser la cadence de la communication. Trop de communication tue la communication. Il n'est pas demandé à des responsables d'une structure associative communautaire de venir toutes les semaines, de rassembler tout le monde, de dire voilà, on a fait ça. Non, non. Il faut, avec une certaine cadence, assurer cette communication quand on sent qu'il est nécessaire de le faire. Ça pourrait se faire en ligne aussi via un site web, on met un jour le projet. Bien sûr, oui, bien sûr. Sans avoir nécessairement à réunir des gens. Il ne faut pas inonder, les gens n'ont pas que ça à faire, il ne faut pas trop les inonder d'informations en continu. Parce qu'après, les gens vont oublier la moitié. Il faut être capable de faire trois choses. Premièrement, on a parlé des éléments de langage. Ce que j'ai besoin de dire maintenant et ce que je peux laisser pour plus tard. Deuxièmement, ce que je laisse pour plus tard, c'est parce que je n'ai pas les données. Donc ça ne sert à rien d'en parler. Deuxièmement, c'est d'avoir une cadence raisonnable. Et troisièmement, dans la communication, c'est aussi d'avoir un esprit de synthèse qui retient les éléments essentiels de façon pédagogique, que les donateurs doivent saisir et comprendre. Pour ne pas leur donner trop de détails, donc eux, ils n'en ont pas besoin. Il faut être capable de synthétiser, d'aller à l'essentiel, dans la transparence. Comme ça, ils sortent avec une idée claire. Ah, ok, ils ont fait telle action, il y a eu de retard pour telle et telle raison. Et parmi les techniques efficaces pour pouvoir synthétiser, c'est de mettre sur place un questionnaire auquel tu réponds toi-même. Tu réponds toi-même, et c'est grâce à ce questionnaire tu arrives à dégager une synthèse que tu adresses ensuite à tes donateurs ou à tes fidèles, en fonction de l'espace dans lequel tu t'exprimes. Tu avais dit que lorsque un projet change en cours de route ou qu'il n'est pas réalisable, que voilà, il fallait soit contacter les donataires et voir un petit peu avec eux ce qu'on peut faire. Enfin, c'était l'une des solutions. Mais la variante par rapport à ça, c'est quand on récolte trop d'argent par rapport aux besoins initial. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Ici, nous avons deux paliers. Donc, nous avons dit précédemment, s'il y a un changement de cap ou une réaffectation, il faut, dans la mesure du possible, communiquer avec les donateurs si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, parce que les donateurs, on ne sait pas les rassembler, ce sont des personnes qui se sont dispersées,
dans ce cas présent, on l'a dit là tout à l'heure, il y a une règle chère à nos juristes, il parle de at-tasarrufu bil maslaha, c'est agir dans l'intérêt du projet. Et là, je choisis un projet analogue, d'accord, ou un immeuble, quoi que ce soit analogue, et j'investis ce qui avait été récolté pour ce projet-là. Maintenant, parfois, et c'est bien que tu poses la question parce qu'elle pose un grand problème, parfois, il peut arriver qu'on récolte un excédent. Ce qui signifie concrètement que nous allons dépenser. Nous avions prévu, par exemple, de réunir 100 000 euros. On s'est retrouvé avec 200 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait des 100 000 euros excédents? Je ne peux pas en faire ce que je veux. Je ne peux surtout pas en faire ce que je veux. Là aussi, il faut avertir, selon le même schéma, les donateurs si c'est possible. Alors là, tu vas choquer tout le monde, hein. Si tu dis qu'ils récoltaient plus, ils vont se dire tiens. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Moi, j'ai connu des projets où ils ont lancé un cotize-up, ils avaient fixé un montant, ils l'ont dépassé. Mais je veux dire, Ils en ont termes de explosé transparence, le- c'est de se dire waouh, ceux-là, franchement, en termes de probité, ils sont, Ah oui, dans ce sens-là. ils sont réprochables. Généralement, on déclare quand il n'y a pas assez, mais Ça, c'est plus qu'honnête de faire ça, tu vois. C'est plus qu'honnête. Et donc, que se passe-t-il à ce niveau-là? S'il y a un excédent, il y a d'abord, on agit sur deux paliers. Le premier, c'est la communication, quand c'est possible, avec les donateurs et qui sont accessibles et disponibles. Ça peut même se faire en ligne, c'est un site et que les donateurs savent que tel site a collecté autant, on les avertit. Et deuxièmement, cet excédent, on a le choix entre, ça c'est le deuxième palier, on a le choix entre deux actions possibles. La première action, c'est qu'on laisse de côté ce montant, cet excédent, dans le cas où il y a des imprévus pour lesquels il faut parer. Ou alors, cet excédent, on l'annonce, on va le confier à une autre structure qui poursuit le même objectif que nous. Ou je crée un nouveau projet identique au premier. Si, bien sûr, c'est possible. Et qu'il y a une faisabilité à différents niveaux. Ça, c'est important, ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens qu'il y a plusieurs années de ça, il y avait des frères et des sœurs qui avaient collecté une certaine somme d'argent. Ils avaient annoncé la somme. On a besoin d'autant pour l'opération d'un enfant qui venait, je ne sais pas si c'était le nom du pays, qui venait d'un pays du Maghreb. Un enfant qui avait une anomalie et c'était des soins très coûteux. Il fallait le ramener en Belgique pour qu'il puisse jouir de ces, on va dire, de cette opération avec tous les frais que ça engendre. Alors il y a eu un engouement de la part de beaucoup de gens issus de la communauté, parce qu'ils ont été sensibilisés par les images qu'ils ont vu circuler de l'enfant, etc. Et en fait, les donateurs ont fait exploser le plafond. Ils ont dépassé le plafond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette somme-là, la personne qui était mandatée, c'était la maman de l'enfant. Parce qu'elle allait venir en Belgique avec cet enfant-là, et donc, elle allait, quand on dit qu'elle va recevoir les dons, elle ne la reçoit pas en main propre, mais en tout cas, ça passe par un compte bancaire. Et que s'est-il passé? Il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit dans le sens où ses frères et ses sœurs qui se sont impliqués pour aider cette maman à financer l'opération du garçon, de cet enfant, ses frères et sœurs ont vu qu'il y a un excédent. La maman, et ça c'est certainement par ignorance, Inch'Allah, on ne va pas l'accuser de cupidité. La maman, par ignorance, a dit cet argent me revient. Cet excédent, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Cet argent, à la base, il a été donné, il a été collecté pour ton fils. Et vu qu'il y a un excédent, alors s'il y a encore des frais en suspens annexes qu'il faut couvrir pour ton enfant, ben oui, on va les piocher dans cet excédent. Et s'il n'y en a pas, cet excédent doit partir dans une autre direction. Le dépenser pour une même cause. Il y a d'autres enfants aussi qui attendent parfois des soins pour lesquels leur famille n'ont pas les fonds nécessaires pour les couvrir. est-ce qu'il y a un certain délai d'attente? Comme tu as dit,
Si maintenant on récolte ce qui est nécessaire, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de frais supplémentaires qui suivent, est-ce qu'il y a un certain délai d'attente ou est-ce qu'on évalue au cas par cas pour savoir et pour être sûr que finalement on ne doit pas refaire un nouvel appel aux dons pour cette personne-là alors qu'on avait tout justement un surplus qui aurait pu nécessairement Tu parles de délai par rapport à l'excédent. par rapport à l'excédent et à quel moment on décide de le redistribuer. Bah, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai fixe, mais il faut que ce délai soit le plus court possible. On l'annonce et puis dès qu'on voit que c'est Dès bon, qu'une opportunité se présente, hop, parce qu'il y a des urgences effectivement, comme tu l'as dit à Ah, bien côté, sûr. qui nécessitent aussi. Bien sûr. Et ça, cette maman, que Dieu la préserve, elle a plus agi par ignorance. Parce qu'en fait, de nouveau, on vient à la même idée. Hein. On pense que quand on donne, parce que si je te donne à toi personnellement, je fais un sadara pour toi, je te la donne à toi, t'en fais ce que tu veux. Mais ici, c'était pas pour la mère. Ici, c'était pour un objectif bien précis qui était annoncé. On ne l'a pas donné pour l'enfant, on l'a pas donné pour la maman, on l'a donné pour que cet enfant soit soigné. C'est Dans ça. cet objectif-là. C'est dans Donc cet si ce objectif. but-là est rempli, on Et passe si à autre tu chose avec veux, cet argent. voilà, et si tu veux changer de motif pour la dépense de cet excédent, bah, tu dois avoir l'accord des donateurs. Par exemple, voilà, imaginons que c'est pas un enfant, mais que c'était un père de famille qui maintenant, parce qu'il s'est fait opérer, ne travaille pas pendant 1 ou 2 mois. Est-ce qu'on peut allouer le supplément pour subvenir aux besoins de cette famille? Ça pourrait être, je sais pas, je suis en train de... Ça pourrait être ça, bien sûr, mais ça, de nouveau, ce sont les mandatés de ce projet qui doivent revenir vers les donateurs si c'est possible et qu'ils sont accessibles. Si ce n'est pas le cas, ils doivent estimer la situation, at-tasarruf bil maslaha, agir avec intérêt, dans l'intérêt du projet et de cette somme réunie. Et s'il voit que cette personne, son opération a été couverte, mais que malgré tout c'est une personne qui est dans une situation de précarité, pourquoi pas? Après, tu vas me dire, ça pourrait être vraiment anticipé à l'avance en se disant, tiens, quand on conceptualise cet appel aux dons, on dit oui, cette personne va être opérée, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a post-op, si on peut dire C'est ça, tout à fait. Hein, tout à fait. il y a pendant 2-3 mois peut-être un arrêt maladie, il n'y a pas nécessairement une couverture sociale, il y a des médicaments, il y a des frais, etc. Et donc tout ça, on devrait normalement un peu Tout à fait. budgétiser, si on peut dire ça comme ça, Tout à fait. Tout à pour que ça fait. soit clair et dès le début, quoi, pour tout le monde. C'est ça. Et moi, j'ai envie justement de passer un message à tous les frères et toutes les sœurs qui procèdent à des collectes de fonds pour aider certaines personnes, voir aussi les structures, associations qui agissent de même. Et j'ai envie de leur dire, posez-vous la question, comment devons-nous agir dans le cas où on récolte plus que ce qu'on a demandé? Parfois, il arrive que cette question n'est pas... Je ne dis pas que ce n'est pas le cas tout le temps, mais parfois, il arrive que la question n'est pas posée. Et il peut arriver par accident qu'on dépasse la somme. Tu fais quoi de cette somme restante? C'est là que une certaine éthique doit intervenir quant à la façon de gérer cet excédent qui n'est pas le tien et qui n'est pas non plus celui de la personne en question. Donc, il faut l'accord des donateurs, parce que c'est leur argent. Et si c'est difficile d'avoir leur accord et que toi, tu as été mandaté pour récolter, tu dois estimer en toute justice, équité, intégrité, la situation et voir est-ce qu'on fait passer cet excédent dans une autre direction, pour une autre personne qui en a besoin, pour la même raison, ou alors on se dit, tout compte fait, cette personne, elle n'a pas que ça comme problème, elle a d'autres problèmes à côté qui sont aussi d'ordre financier, eh bien on va lui terminer le reste. C'est possible. Mais tout ça, ce sont des questions qu'il faut toujours se poser en amont et pas en aval. Après, on est pris au dépourvu. En amont. Parce que, celui qui est mandaté, il est mu'taman. Il est dépositaire d'une quelque chose. Il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Il doit anticiper dans la mesure du possible. En fait, même dans la clôture, entre guillemets, du projet, on est vraiment à la fin d'un projet, dans notre exemple. Il faut clôturer ça de manière propre et faire en sorte qu'il n'y a rien qui dépasse et que tout est bien cadenassé. Et notamment, quand tu dis qu'il y a un excédent, donc en fait, il y a un compte-rendu et une sorte de calcul qui doit se faire à la fin, de se dire, je pense par exemple à des frères et sœurs qui se réunissent des fois pour aider différents projets pendant l'année. Une fois, c'est quelqu'un qui est malade, l'autre fois, c'est pour un orphelinat ou peu importe.
et on se dit, voilà, on a un projet 1, un projet 2, un projet 3, et puis à la fin de l'année, on dit, voilà, pour ce projet-là, on a réuni autant, on a eu un excédent de 1 000 € par exemple, l'autre, on a eu 2 000 €, l'autre, on a eu 4 000 €, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est à ce moment-là qu'on prend la décision, mais comme je dis, faire ce décompte-là, c'est nécessaire, quoi. Et c'est ça qu'on voit qui se fait pas assez souvent, j'ai l'impression. Parce qu'on est là, les appels aux dons ils sont nombreux, les gens participent, mais comme tu as dit, c'est à la fin, quand on doit faire ce rapport annuel, on va dire ça comme ça, c'est là que voilà, ça commence à coincer. Allah alam, hein. Mais Oui, non, tout à fait. Et puis aussi, parfois, il peut arriver, je pense qu'on va en parler après, il peut arriver aussi que les personnes qui gèrent ce projet, parfois, ils ont droit à une rémunération. Ça peut arriver. là, on parle de biens publics, hein, c'est-à-dire qu'ils Oui, sont oui. des appels aux dons publics, hein. Ils ont droit à une rémunération. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent un travail. Alors, bien sûr, s'il est possible de faire ça gratuitement pour servir la cause pour laquelle ces sommes ont été réunies, c'est l'idéal. Mais parfois, il y a des contraintes qui font qu'on doit payer certaines personnes qui sont dans le projet parce qu'elles elles fournissent un travail. Parfois, il y a des déplacements. Et ça, on peut prélever, il n'y a aucun problème. On peut prélever de la somme une certaine marge pour assurer ces frais et pour permettre à ces personnes qui gèrent le projet de le faire correctement. Mais attention, ça, ce n'est pas à la personne elle-même de décider je vais prendre autant. Ce n'est pas à toi de faire ça. Elle ne peut pas elle-même définir pour elle-même. Tu vois? Et Il faut qu'il y ait une concertation, il faut qu'on... Et c'est ça que les juristes parlent souvent de ce qu'on appelle... ça vaut dans comment dirais-je, la rémunération de ceux qui collectent les zakats. Ça vaut aussi dans le domaine du Warf aussi, la gestion le gérant du Warf. On appelle ça Ujratul Mithl. Qu'est-ce que Ujratul Mithl? On pourrait traduire ça par le salaire équivalent. à celui qui récolte la zakat, c'est une analogie de celui qui collecte la zakat. Non. Le salaire équivalent, c'est-à-dire qu'on regarde autour de nous ce travail-là, généralement, combien on paierait une personne pour ce D'accord. travail-là. D'accord. Tu vois? Comme c'est. Ça peut arriver. Hein. Et Ça peut arriver. je vais pousser l'exemple à l'extrême, hein. Donc, dans l'idée où maintenant on a un projet où les initiateurs ils se lancent voilà, de manière bénévole, on va dire ça comme ça, mais qu'en cours de route, on se dit tiens, finalement, il faudrait quand même qu'une, deux ou trois personnes s'y consacrent à temps plein pour tout justement que ce projet se réalise comme il faut. Est-ce qu'à ce moment-là, s'il y a donc ce besoin qui est identifié, on doit à nouveau, dans la mesure du possible, en parler aux donateurs avant de pouvoir de budgétiser un salaire et de commencer à verser un salaire? Est-ce que ça rentre un peu dans le même ordre d'idée? Là aussi, je reviens sur la notion d'anticipation. Même ça, il faut anticiper. D'accord. Parce que quand tu le fais en amont, c'est plus acceptable auprès des donateurs que si tu le fais au milieu ou à la fin du projet. D'accord. Oui, il faut dire que voilà, il peut y avoir des frais que l'on doit assumer pour l'exécution de telle ou telle tâche par des personnes qu'on désignera. Donc on devrait les rémunérer, il faudra prendre un pourcentage parce qu'il ne faut pas se leurrer. Parfois, certains projets, toutes les sommes récoltées, oui, l'idéal est que ces sommes qui sont récoltées partent toutes dans le projet. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, il y a des frais annexes à côté. Il y a des gens qu'il faut payer pour un travail. Je prends un exemple. Parfois, tu ne dois même pas regarder tu ne dois même pas observer ceux qui gèrent le projet eux-mêmes. Voilà, tu as 2 millions d'euros pour tel bâtiment, mais il n'y a pas que 2 millions d'euros. Tu dois payer un architecte qui va te faire les plans. Parfois, tu dois aller voir un avocat ou un juriste. Tu dois parfois payer certaines démarches ou procédures administratives. Ça, c'est des frais annexes. Et ça, il faut le dire aux gens. Il faut le dire, voilà, nous, on récolte autant, mais on doit prévoir un petit budget pour certains frais qu'on doit assumer en interne ou en externe. Et là, dans la sélection des potentiels prestataires, on va dire ça comme ça,
on pourrait éventuellement, dans un souci de transparence, faire un appel d'offres, Oui. de sorte à ce que ça se fasse de manière transparente et de manière objective et qu'il n'y ait pas de parti pris, hein, comme on a dit, de ne pas tomber dans le piège où Mm. on est dans du copinage et on va privilégier telle ou telle personne parce que voilà, on a un intérêt ou parce qu'on a une affinité avec elle. Tout à fait. D'ailleurs, l'appel d'offres, c'est la meilleure formule, hein. Ça te permet de regarder de façon objective. Tu fais appel, si tu n'es pas compétent, tu fais appel à des personnes expertes qui vont analyser les différentes offres et qui vont voir laquelle semble la plus intéressante. Oui, bien sûr. J'ai Tout à juste fait. une question, je voudrais pas trop m'éloigner du sujet, mais quand on parlait là tout à l'heure de capitaux qui dormaient dans le cadre d'une récolte de fonds pour un projet, Mm. euh, si on arrive à un certain seuil et qu'il y a un certain délai qui est passé, est-ce qu'on doit payer de la zakat dessus? Non, dans C'est une exception? non, les sommes qui sont réunies pour des projets caritatifs, humanitaires, dans le but d'aider son prochain, il n'y a pas de zakat dessus. D'accord. La zakat, c'est uniquement pour C'est bien propre. les biens propres ou pour les biens propres des particuliers ou les biens propres, entre guillemets, appartenant à des structures qui sont commerciales. Mais l'argent réuni dans le but d'aider quelqu'un ou de construire un projet, une mosquée, une école, une bibliothèque, il n'y a pas de zakat dessus. La Donc zakat on est n'est bien pas d'accord, prévue. c'est un but désintéressé. C'est ça, voilà, c'est un C'est but ça. intéressant. D'accord. Tout à fait. Je crois que fait que ça. Ça me venait à l'esprit, je me suis dit pourquoi pas la Mhm. poser. C'est Ouais, tout à José fait. Costed. Tu me dis ça? On arrive tout doucement vers la fin. Il y a une question quand même qui est importante ici, quand on parlait de bonne gouvernance, de bonne gestion, c'est de savoir c'est quoi les mécanismes à mettre en place ou les mécanismes existants quand il y a une grosse erreur dans la gestion Mhm. des avoirs financiers. Il y a de la négligence ou il y a de la malveillance. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, ou si on dépasse le mandat ou son autorité, est-ce que les responsables doivent être tenus comme étant responsables Mhm. islamiquement? Est-ce qu'ils doivent dédommager Mhm. à hauteur des dommages financiers qu'ils ont causés? Comment est-ce que ça se concrétise? Oui, alors ici, toute personne qui est par principe dépositaire d'une amana qu'elle se doit de gérer en bon père de famille, elle est censée respecter le mandat qui lui a été confié en toute transparence et en toute conscience. Alors si une erreur se produit, mais que cette erreur n'est pas due à de la négligence, elle n'est pas due non plus à un dépassement risqué du cadre de la mission. La personne est excusée. En revanche, nous avons deux cas de figure qui nécessitent que l'on puisse arrêter. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taqsir. Les juristes musulmans ont abordé cette question. Il y a le taqsir, il y a le ta'addi. Le taqsir, c'est la négligence lorsque tu n'assumes pas pleinement la mission qui t'a été confiée, au point de faire porter un préjudice au projet. Et il y a un seuil pour ce préjudice? Est-ce qu'on parle d'un petit préjudice, d'un préjudice grave? Peu importe. Tout dépend. D'accord. Et deuxième, on va dire, deuxième niveau, ou deuxième, comment dire, approche, c'est ce qu'on appelle le ta'addi. Le ta'addi, c'est le fait de dépasser, d'outrepasser les limites de la mission qui t'a été confiée. Tu fais des choses qu'on ne t'a pas demandé de faire. Et en faisant ces choses-là, eh bien, tu as causé du tort au projet. Tu l'as fait perdre de l'argent. Tu l'as mis en difficulté. Tu as pris des erreurs, des décisions qui ont été erronées. D'accord? Elles n'étaient pas à toi de les prendre et tu l'as quand même fait. Tu l'as quand même fait. Tu n'as pas étudié. C'est pas comme quelqu'un qui étudie la question avant, qui pèse le pour et le contre, qui se renseigne, qui se fie à des experts, et qu'après prend une décision et que cette décision est préjudiciable au projet, il est excusé. Mais quelqu'un qui ne prend pas toutes les précautions,
soit il n'assume pas ce qu'on lui demande de faire dans le cadre du projet, soit il outrepasse la limite, cette personne-là est censée dédommager le projet. Est censée dédommager le projet. Et comment quantifions-nous cette façon de dédommager? Là, il faut faire un expert. Il faut faire appel à un expert qui, lui, va pointer du doigt, voilà, au vu du préjudice qu'a subi cette structure, et le niveau du préjudice, son degré de gravité, on estime que cette personne est redevable à la structure d'une somme équivalente à autant. Tu vois, ça, c'est rien à faire. Pourquoi? Parce que le projet, là, ce qu'on appelle, il a une hurma. Le projet, il a une sacralité. Pourquoi il a une sacralité, le hurma? Pourquoi? Parce qu'on a injecté dans ce projet amwal al-muslimin, les avoirs financiers des musulmans. Et ça, c'est une amana. Je ne peux pas jouer avec ça. Tu vois? Donc, soit il y a taqsir, négligence, tu n'as pas pris les précautions et tu as malheureusement causé préjudice au projet, soit il y a ta'addi, tu as dépassé ton mandat sans réfléchir aux conséquences, sans prendre les précautions, et ça a donné malheureusement un résultat fâcheux dont le projet est pénalisé. Tu vois. D'accord. Et parfois, je peux te donner des exemples, hein, parfois dans des associations, tu peux avoir un salarié dans une association qui fait perdre de l'argent à l'association. Pourquoi fait-il perdre de l'argent à l'association? Parce que, alors qu'il est censé préserver le capital, voire le fructifier, parce qu'il est négligent. Il n'a pas les compétences. Parce que, oui, parfois il est compétent. Il est compétent, mais il est négligent. Parce qu'il outrepasse les limites de sa fonction. Et il fait perdre de l'argent à la structure, ou il la met en danger sur le plan légal, administratif. Cette personne-là, normalement, elle doit normalement, islamiquement parlant, et je discutais un jour avec un juriste, subhanallah, il m'a confirmé la même chose, il m'a dit oui, mais dans le droit, c'est aussi prévu ça. Dans le droit, cette disposition est également prévue que la personne dédommage. Parce qu'elle a causé préjudice au projet, tu vois, qu'elle était censée préserver bil amana. Tu vois. Alors on a parlé de la gestion des avoirs publics dans un contexte privé. Je pense ici par exemple à un contexte familial. On prend un cas concret où on a un enfant qui prend en charge un des deux parents ou les deux parents, alors qu'il y a d'autres frères et sœurs. Est-ce que cet enfant-là, donc qui prend les parents en charge chez lui, est-ce qu'il doit être rémunéré pour cette mise à disposition de soi-même et du temps et des efforts qu'il a consacrés? Comment est-ce que ça se passe dans ce contexte-là? Alors, avant de répondre à la question, pointons du doigt deux aspects importants qui vont nous permettre de répondre correctement à cette question. La première chose, c'est qu'il arrive parfois, la première situation, il arrive que certains parents, ou un parent, à un certain âge, décide de confier ses avoirs financiers via son compte bancaire à l'un de ses enfants. Il peut faire ça. Oui, ça n'a pas de problème. Il le laisse gérer, si on veut ça. Il laisse gérer, voilà, gère ça en mon nom. Voilà, tu payes mes factures, tu couvres mes frais, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Là, on est aussi dans le mandat. Là, c'est le parent, c'est son avoir financier à lui, ça peut être sa pension, ça peut être son salaire. Elle mandate son enfant. Donc, ce qui fait que l'enfant ne peut agir que dans l'intérêt de celui qui l'a mandaté. Que ce soit un enfant ou un parent. Qui mandate, bien sûr. D'accord? Même si l'enfant, en bas âge, par exemple, il n'est pas encore majeur, et qu'un parent gère ses avoirs, il se doit de les gérer dans l'intérêt de ces enfants-là. At-tasarruf bil maslaha. On l'a dit et répété durant ce podcast. D'accord. Donc je ne peux pas me permettre d'agir dans un sens qui puisse porter préjudice à cet enfant ou à ce parent dont j'ai la responsabilité. Ça, c'est le premier point. Parfois, ce qui peut arriver, c'est que c'est un juge qui désigne l'enfant comme tuteur.
légale du parent. D'accord. Ça peut arriver. Ce sera la même règle. Cet enfant se devra de gérer avec parcimonie, avec intelligence, dans l'intérêt de son parent, son avoir. Il y a un troisième cas qu'on ne va pas évoquer ici, parce qu'il est beaucoup mieux réglementé, c'est la désignation par un juge ou une juge de ce qu'on appelle un administrateur de biens. Parfois, c'est un administrateur de biens de personnes. Ouais. Donc ça, c'est strictement réglementé. Ça, alhamdoulilah, ça pose pas de problème. Mais le problème qui se pose, c'est aux autres niveaux. C'est celui, surtout le premier. Parce que bon, le deuxième, si un juge te confie la tutelle, ben, il y a d'office une surveillance derrière. Bien sûr. Mais le premier cas, c'est plus sensible. Vas-tu, vu que tu as maintenant accès au compte bancaire de ton parent, vas-tu utiliser ses avoirs financiers correctement? Donc c'est là qu'il faut faire attention. Maintenant, j'en arrive à la réponse à ta question. Effectivement, il peut arriver que un parent perde son autonomie ou n'a plus le sens suffisant de lucidité et de discernement. Et parfois, il arrive que pour des raisons de commodité, l'un des enfants le prend en charge, garçon et fille, le prend en charge chez lui. Et là, j'en profite pour évacuer une fausse idée très répandue chez les Marocains, particulièrement, en tout cas de ce que je connais, qui consiste à croire, à tort, que si un parent arrive à un certain âge et qu'il faut s'occuper de lui, c'est au garçon de le faire et pas aux filles. Ça, ce n'est pas vrai. Tous les enfants, chacun selon ses capacités et ses moyens, se doivent de s'occuper de leur père en fonction des niveaux définis. C'est ça la fratrie de décider ça. Donc je disais qu'il se peut que un parent se retrouve pour des raisons de commodité, de facilité, se retrouve chez l'un des enfants. Et là vient la question, est-ce que cet enfant est en droit de prélever, ou plutôt est en droit d'avoir une sorte de rémunération parce qu'il s'occupe de son parent? Alors, j'avertis d'avance. Quand tu dis ça, il y en a leurs cheveux, ceux qui vont nous écouter, certains leurs cheveux vont se dresser en disant mais c'est honteux, il s'occupe de son parent, il n'a pas demandé un salaire, c'est quoi ça, ce n'est pas possible. Je me suis dit la même chose en posant la question il y a 2 secondes. Je me suis dit, oi, oi, oi. Non, je le sais très bien parce qu'on est beaucoup dans l'émotion, malheureusement. Mais ces personnes-là, bien évidemment, qui vont réagir ainsi, qu'on peut respecter pleinement, il est facile de critiquer. Mais lorsque vous vivez la situation, ces personnes-là vont mieux comprendre ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des enfants dont toute leur vie, quand je dis toute leur vie, à savoir leurs activités de vie, elles sont mises entre parenthèses. Elles n'ont plus le même rythme de vie qu'avant. Parce qu'elles doivent s'occuper de leurs parents. Tu vois. Ce qui n'est pas le cas pour les autres enfants. Qui, eux, continuent leur vie comme si de rien n'était. Même si parfois ils viennent prendre la relève, etc. Mais C'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Ils ne connaissent pas les contraintes que cet enfant qui s'occupe de son parent vit. Cet enfant qui doit s'occuper de son parent, il rencontre... quand je dis contrainte, il faut bien le comprendre. Un parent n'est pas un poids. On a un devoir de les servir. Mais ce que j'entends par là, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a des contraintes qui s'installent. Il y a d'abord un chamboulement de sa vie au quotidien. La personne doit tout réorganiser sa vie, et encore plus s'il a une famille, des enfants. Il faut tout réorganiser en tenant compte du parent, qui sera une pièce maîtresse dans son cadre de vie au quotidien. Deuxièmement, le parent peut-être peut devenir très désagréable. Pourquoi? Parce que voilà, il est malade, il est âgé, et on sait très bien que les personnes, au plus elles prennent de l'âge, au plus elles régressent, elles deviennent comme des enfants. Demande une certaine approche. Voilà, il faut de la bienveillance, il faut de l'écoute, il faut de la patience, il ne faut pas leur créer dessus, etc. C'est pour ça, je n'ai rien à apprendre à nos chères sœurs et frères qui nous suivent et écoutent, parce que voilà, wala taqul lahuma ouf, le Coran a déjà tranché l'affaire. Ne leur dis pas ouf, ne souffle pas, que ce soit à leur visage ou derrière leur dos.
Non, ça ne se dit pas. Parce que ce que tu fais pour eux, ce n'est même pas 1/1000 de ce que eux ont fait pour toi. Tu vois? D'accord? Là, je parle de manière générale, bien sûr. Hein. Je parle de parents qui... Je parle pas malheureusement parfois de parents qui n'ont rien fait pour leurs enfants, même s'ils restent les parents de ces enfants en question. Donc, pour revenir à notre point très rapidement, que se passe-t-il? Cette question, en réalité, elle a fait débat entre les juristes musulmans. Certains juristes, notamment hanafites, ne voient pas du tout d'un bon œil le fait pour un parent de demander les services de son enfant moyennant rémunération. Ou l'inverse, ou que c'est l'enfant qui réclame une rémunération. Ils ne voient pas ça d'un bon œil parce qu'ils se disent cet enfant a le devoir de s'occuper de ses parents. Il n'a pas demandé de l'argent en retour. Tu as aussi une deuxième opinion qui était la première, elle a notamment été évoquée par un grand savant hanafite, rahimahullah, du nom de As-Sarakhsi. Tu as une autre opinion qui est celle d'un juriste hanbali qui s'appelle Al-Mardawi, rahimahullah, qui lui autorise ça. Bon, il n'est pas le seul, hein. Là je résume. Donc pour lui, il n'y a aucun mal, même si pour lui ce n'est pas la meilleure formule. Donc il a des réserves dessus, mais sur le principe, il estime que c'est autorisé, jaiz. Un parent peut louer les services de son enfant, et un enfant, à contrario, peut aussi réclamer une forme de rémunération. Alors on part du principe. L'idéal, c'est de les servir, voilà, entre guillemets, c'est pas le bon terme, fils habilillah. Ça, c'est l'idéal. Mais parfois, j'ai envie de dire aux autres membres de la fratrie qu'ils fassent aussi preuve d'un peu de bienveillance envers leurs frères ou leurs sœurs qui se retrouvent parfois seuls avec cet enfant, qui aussi parfois n'a plus de vacances, il n'a plus de sortie. Sa vie sociale s'arrête aux portes de sa maison, à l'intérieur. Tu vois. Et il n'y a aucun mal shar'an, islamiquement parlant, à ce que la fratrie, sans que l'enfant lui-même ne le demande, à ce que la fratrie dit, voilà, pour les efforts qu'il consent, que nous on ne le fait pas, parce que nous on est chez nous tranquille, on sort quand on veut, on rentre quand on veut. Eh bien, pour apaiser la conscience de notre frère ou de notre sœur, pour valoriser son travail. C'est ça, qu'ils se sentent considérés, soutenus Voilà. et appréciés dans Bien ces sûr, efforts. C'est bien même sûr. pas pour l'aspect financier. C'est même pas pour l'aspect C'est un financier, geste, c'est en un fait. geste. Voilà, exactement, c'est un geste, tu vois. Voilà, on lui donnera voilà, une certaine somme par mois qu'on lui donnera, voilà, pour la remercier, pour le temps que cet enfant, garçon ou fille, consent et sacrifice pour son parent. Ça, islamiquement, il n'y a aucun problème. Je rappelle, l'idéal, c'est de ne pas le demander. On parle vraiment ici des situations où il y a vraiment, entre guillemets, un déséquilibre qui est causé à cause de cette prise en charge. Je ne parle pas de l'exemple de celui qui amène son papa ou sa maman chez le médecin pour son rendez-vous mensuel et lui dirait tu me dois l'essence, tu me dois l'Uber. Non, ça non. C'est bien que tu le dises d'ailleurs, c'est bien que tu le précises. Tu as bien fait de le préciser. Parce que si on va dans l'extrême, là, à ce moment-là, ils vont pas pour ça, bien sûr. Non, pas pour ça. Non, nous on parle vraiment d'une façon de considérer, de valoriser la patience, l'endurance, les sacrifices, le temps que cet enfant, que ce frère, que cette sœur de la fratrie consacre aux parents, ce que les autres membres ne font pas. Ça doit être évalué au cas par cas, Oustad ? Oui, bien sûr. On ne peut pas dire que, voilà, de manière générale, dans tel cas de figure, voilà le mécanisme qui doit être mis en place. Il faut vraiment y aller au cas par cas et aller chez des personnes compétentes pour pouvoir évaluer la situation et décider si ça s'impose ou pas. Je pense aller chez une personne compétente, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Après, bien sûr, la fratrie peut le faire. Ça pourrait fermer la porte aussi, parce que dire ah non, il a dit qu'on ne doit pas le faire, alors. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que la fratrie les membres de la fratrie doivent discuter entre eux de cette question-là. Parce que le problème chez nous, c'est quoi dans la mentalité maghrébine? Chez nous, l'argent, c'est toujours tabou. Ça, c'est vrai. L'argent n'est pas tabou. Il y a des choses, parfois, il faut en parler. C'est parce qu'on n'en parle pas qu'il y a des problèmes. Tout à fait. Et le fait qu'on a couvert l'argent d'un voile de tabou, comme tu l'as si bien dit, c'est ça qui crée les conflits. Tu vois? Et puis aussi, on peut comprendre, hein, parfois,
il peut arriver qu'un enfant ou la fratrie, si on lui dit tu peux prévoir une rémunération symbolique pour l'enfant qui s'en occupe, parfois les enfants se mettent dans un état de culpabilité, en disant on en est arrivé à ce point-là à rémunérer l'un d'entre nous pour s'occuper du parent, mais ça ce n'est pas grave. Il y a des situations qui l'imposent. Il y a des situations qui l'imposent. Parce que vous, chère fratrie, vous ne vivez pas ce que votre frère et sœur vivent. C'est facile de dire des phrases comme ça qu'on lâche à tout vent. Ouais, ce sont tes parents, ils sont sur un pédestal, tout ça, on est d'accord. Mais le vivre au quotidien, c'est autre chose. Et moi, j'ai envie de faire cette remarque à celles et ceux qui, malheureusement, ont la dégaine rapide pour critiquer ça. Le jour où vous serez confrontés à ça, on verra ce que vous allez faire. Parce que l'être humain, est-ce qu'il est, même si c'est un enfant, l'être humain, parfois, je ne parle pas de patience, parce que la patience, il faut en avoir, ça reste quand même ton parent. Mais parfois, un enfant peut arriver à un niveau, et j'ai connu ça dans certaines familles, un enfant peut connaître un enfant qui s'occupe du parent, chez lui. Il peut arriver à un niveau d'épuisement moral et mental. C'est pas à cause du parent. Le parent, parce qu'il est pour rien, il est malade. La situation qui fait. C'est la situation qui. Le parent, cet enfant, il doit gérer son foyer, son mari, ou son épouse, ses enfants. Et à côté de ça, s'occuper aussi du parent, essayer d'être bienveillant, de l'entourer au maximum. Peut-être que la personne travaille aussi. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses qui se mélangent et qui se mettent en composition et qui fait qu'à un moment donné, la personne peut tomber dans un burn-out. Ça existe. On ne doit pas commencer à avoir des discours très idéalistes. Ouais, mais la foi, c'est très bien que la foi, alhamdoulilah, lorsqu'elle est présente, elle est d'incroyable. Mais l'être humain reste un être humain. L'être humain reste un être humain. Il faut rappeler ça, il faut que ça soit bien incrusté, gravé, comme sur du marbre dans l'esprit de nos frères et sœurs. Un être humain, même s'il est pieux, même s'il est vertueux, même s'il prie la nuit, un être humain reste un être humain. Il a des limites. Il peut avoir un épuisement moral, mental. C'est humain. C'est pas propre à des personnes non musulmanes. Même des personnes musulmanes peuvent connaître ça. Et c'est pas un mal. Ça reste humain. Et c'est une façon aussi, voilà, de valoriser, de considérer ce que fait ce frère ou cette sœur en s'occupant du parent. Après, s'il ne veut pas dire non, moi je ne veux rien toucher, c'est tout à son honneur, ça c'est encore mieux. Et pour rebondir sur cette question, et rapidement, Inch'Allah, on arrivera tout doucement vers la fin, pour la personne qui gère les biens du parent et qui est dans un état de nécessité, financièrement, elle ne s'en sort pas. Est-ce qu'elle a le droit de puiser ce dont elle a besoin, bien sûr, pour subvenir à ses besoins dans les biens du parent en question? Comment est-ce que... Elle a le droit, oui, avec l'accord de la fratrie. Et ça, cette situation est à mettre en lien avec le tuteur d'un orphelin. Le tuteur d'un orphelin, Allah Azza wa Jalla, lui a permis de puiser des biens de l'orphelin, ce dont il a besoin lui-même, au-delà des besoins de l'orphelin. Ce dont il a besoin lui-même, bil ma'rouf, en toute convenance, sans exagérer. Tu prends la limite de ce que tu as besoin. Parce qu'il s'occupe quand même de cet orphelin. Tu vois. Oui, c'est tout à fait possible. Mais ça, il faut une discussion aussi avec, dans le cas présent, avec la fratrie pour voir. Et donc, s'il a des frères et sœurs, et s'il est enfant unique, à ce moment-là, c'est le principe de l'ma'rouf qui doit être... C'est exactement. C'est pas seulement le ma'rouf et le maslaha, les deux. D'accord. C'est agir avec convenance et bienfaisance et agir dans l'intérêt de la personne dont on a la charge. Ça, c'est dans le cas où l'enfant est unique et qu'il n'y a pas de fratrie et qu'il est amené à décider tout seul. Et de faire preuve de scrupule à ce niveau-là. Ah oui, il doit faire preuve de scrupule. Vis-à-vis de Rabbi, bien sûr. Tout à fait, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, pour pouvoir gérer de façon correcte, avec parcimonie, justice, équité, les biens de son parent. Permets-moi de raconter une anecdote assez parlante. Il y a, sur le scrupule justement, il y a un grand savant qui était l'un des illustres disciples de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Ce grand savant, qui est d'ailleurs l'un des ténors de l'école hanafite, il se prénomme Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani.
certains de ses élèves sont venus le voir et lui ont dit « Peux-tu nous rédiger un ouvrage qui parle des prescriptions religieuses concernant les transactions commerciales. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les transactions commerciales ?» Il leur dit « Il n'y a pas de problème. » Il est parti. Il est rentré chez lui, il a pris ses feuilles, sa plume, et il a commencé à rédiger cet ouvrage. Et quelques jours plus tard, il aura ramené l'ouvrage. Et lorsque ses disciples ont vu l'intitulé de l'ouvrage, en fait, ils n'ont pas compris. Parce qu'il leur a ramené un ouvrage, non pas sur les règles ou les principes religieux régissant les affaires commerciales, il leur a écrit un ouvrage sur le scrupule. Eux n'ont pas compris. Mais on t'a demandé un livre sur les règles religieuses qui cadrent le commerce, et toi tu nous ramènes un livre sur le scrupule. Il leur a dit, si vous apprenez à être scrupuleux, vous apprendrez à gérer les biens financiers avec bienfaisance et en conformité avec les principes religieux. Et le terme scrupule en arabe aussi? Al-wara'. Al-wara'. Alif lam waw ra et ayn. C'est vraiment sentir qu'Allah Azza wa Jal te surveille et que tu sais que tu vas rendre compte pour ce que tu as dépensé, utilisé. Allah, il a directement été au cœur du problème, il n'a pas traité les... Bien sûr, parce que tu peux enseigner autant de règles que tu veux. Si la personne est malveillante, elle est malhonnête, tu penses qu'elle va se gêner d'outrepasser ces règles qu'elle a étudiées et assimilées? Elle ne va pas se gêner. Si elle est cupide, si elle est malade de cœur et d'esprit, et qu'elle aime bien l'argent, et qu'elle ne recule devant rien, elle ne va pas se gêner. Elle peut écouter 100 000 sermons dans les mosquées, ça ne va rien changer. Elle connaît par cœur les règles. Mais lorsque le scrupule est là, moral et religieux, que la personne sait que c'est une amana, qu'elle a des comptes à rendre devant Dieu, elle va faire beaucoup plus attention. Et ça, c'est tant dans la gestion des biens publics dont on a parlé au début, qu'en privé. En privé, tout à fait. C'est la même règle. C'est toujours la notion de amana. Donc tu as l'amana, être quelqu'un de mu'taman, en qui on peut faire pleinement confiance parce qu'elle est intègre, et deuxièmement, parce qu'elle est compétente. Ya abati ista'jirhu, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. La fille de Shu'aib, lorsqu'elle a demandé à son père, oh mon père, loue les services de Moussa. Pourquoi? Parce que la meilleure personne dont tu puisses louer les services, c'est Al-Qawi, le fort, Al-Amin, le digne de confiance. Fort parce qu'il est compétent. Al-Amin parce qu'il est digne de confiance. Et je rajoute un élément qui soit nasih. C'est-à-dire? Qui soit de bons conseils. Tu peux être compétent, tu peux être intègre, mais de mauvais conseils. Que signifie être de bons conseils? Cela signifie que lorsque tu accompagnes un projet, ou que tu accompagnes des gens dans une mission ou affaire quelconque, et que les gens se tournent vers toi pour l'exécution du projet, ou se tournent vers toi pour que tu les accompagnes dans une affaire ou une mission quelconque, ils ne doivent pas seulement trouver chez toi al-kafa'a, la compétence, et al-aman, l'intégrité, ou bien nazaha, elles doivent aussi trouver chez toi un troisième élément, que tu es un nasih amin. Tu es quelqu'un qui prête bon conseil, comme si l'affaire était la tienne. Et il est sincère, en fait, dans son approche. Il est sincère. Pas qu'il balance un conseil comme ça, parce qu'il de toute façon, il se dit, ça ne me regarde pas, je veux donner un conseil comme ça au vent. De toute façon, moi, je serai payé pour mon travail. Non, non. Elle agit comme si cette tâche ou cette mission qu'elle exécute pour les autres, ou l'accompagnement qu'elle offre à autrui, c'est comme si cette affaire qui les préoccupe, c'est comme si c'était la sienne. Et ça vaut aussi pour les projets. Un projet que tu gères, tu dois être nasih amin pour le projet, toi-même. Tu es le gérant, l'exécutant du projet, tu prêtes bon conseil au projet. Pour qu'il réussisse de la meilleure des façons. De la meilleure, comme si c'était le tien, à toi. Alors que ce n'est pas à toi. Le projet est à la collectivité, à la communauté. Mais tu veilles à faire comme si c'était le tien. Et tu fais tout pour le faire réussir. Pas tu dis, c'est pas le mien, c'est pas grave. J'en ai que faire. Ça marche pas, je suis pas responsable. Non, tu es responsable. Et tu grandis auprès de Dieu lorsque tu es quelqu'un de nasih, de bon conseiller, comme si c'était ton projet à toi. Masha'Allah. Voilà donc. Barakallah fik oustad. Je crois qu'on a fait le tour de la question pour ce soir. Inch'Allah, je l'espère, je pense aussi. Tu as peut-être quelque chose à rajouter
Franchement, je pense que la pense- meilleure conclusion serait la tienne, Inch'Allah Ta'ala. C'était d'y aller. Pas un instant. Je voulais te donner le mot de la fin, mais je pense que tu as vraiment t'as bien résumé la chose, à savoir surtout le fait d'être scrupuleux et de se rappeler l'idée que c'est une amana avant tout, et que on va rendre des comptes finalement là-dessus, tant ici qu'auprès de Rabbi subhanahu wa ta'ala, et donc on doit être sérieux dans notre approche, Oui, certainement. et avec Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous en tout cas. Et je pense qu'ils peuvent très certainement se retourner vers toi s'ils ont plus de questions par rapport à la mise en place concrète de certains projets à venir ou qui Inch'Allah, bien sûr, avec plaisir. De toute façon, vont mettre à profit cette Abdelrahman, certification. Inch'Allah, les frères qui Bi'idhnillah enregistrent ce ta'ala. podcast, Inch'Allah, mettront Bidnillah, mon adresse mail professionnelle que j'ai réservée à ça, avec un grand plaisir, Inch'Allah. C'était Si je d'y aller. peux conseiller et accompagner avec un grand plaisir. C'était un plaisir. Autant Barakallahu pour moi. fik. Allah yabarik fik. J'espère que c'est pas la dernière. Hein. Inch'Allah, il y en aura d'autres, Bidnillah. Allah yahfadek, Ustad. Akramak Allah, shukran. Wa comme ça, très bientôt. Inch'Allah, comme salam.